Il était beau Alfred sur ce... Oh mon dieu, ils sont je verrais raison. Alfred. Hein. Il y a un moment, Bruce Wayne est censé avoir 19 ans à ce moment-là, donc évidemment qu'Alfred a 46 balais. Quoi. Ouais. La scène dans l'hôpital, quand tu sais quand il est il est en convalescence et qu'il parle avec donc Robert Pattinson et qui dit un truc du style il parlait en gros des parents de Bruce Wayne et franchement honnêtement j'avais les larmes aux yeux. C'était très émouvant. Ouais. Putain. Et puis Andy Serkis sous-côté de ouf. Cet acteur, il a fait tous les rôles de la Terre sous-côté de ouf. Et je retire ce que j'ai dit, pour moi, Pattinson est un meilleur Batman que Christian Bale. Sans déconner. Oh là là, ouais, non. je pense, ouais. Alors, en fait, Christian Bale, il est beau gosse. Ouais, okay, mais c'est juste mais ça. Mais c'est pas ça. Ouais, non, c'est ça. Pas juste ça, c'est pas vrai. En vrai, il est meilleur dans American Psycho que dans Batman. Clair, dans American Psycho, il est exceptionnel. C'est pas son meilleur rôle, American Psycho. J'ai l'impression qu'il a vraiment pas... Enfin, Bale dans les deux, dans The Dark Knight et Rises, il a vraiment pas pris le... Enfin, je sais pas, il y a pas de jeu, il y a pas de... Ouais, tu sens pas qu'il s'est imprégné du truc. En fait, c'est parce que... Sa dépression au début de Rises, elle passe très bien à l'écran. Non, c'est un bon acteur, Christian Bale. Non, mais c'est pas un bon Batman. Un bon Batman, si. Non, à un moment donné, Batman, il touche le fond, et je trouve que dans le dernier de la trilogie, on n'a pas eu de bons Batman, on a eu des bons Jokers, mais on n'a jamais eu de Batman exceptionnel, parce que justement, c'est un mec, c'est sauf super sobre. Jared Leto, il passait pas par contre. Ouais, c'est ça. Mais parce que, honnêtement, j'ai bien aimé. Bruce Wayne, ça a toujours été un mec genre super sobre, tu vois, qui garde beaucoup pour lui. Les sentiments, parce que c'est justement quand il est Batman qui se lâche et que, mais bon, quand t'es Batman, t'as le masque, tu vois, donc on voit pas. D'ailleurs, dans le comics, quand il tombe sur l'espèce de boule là qui révèle, enfin qui les force à dire la vérité, quand ça demande leur prénom, bah Batman dit Batman. Ouais, c'est ça, c'est ça. Il considère plus comme ça, il y a toute une symbolique comme quoi Bruce Wayne est mort dans la ruelle et compagnie. Et ça, cette espèce de symbolique un peu qu'on conserve, mais ça pour moi, Pattinson, il l'incarne bien. Ouais, je suis d'accord avec toi. Je trouvais ça vraiment pas mal. Pardon d'avoir dit que ça allait être un film de merde à la Twilight. Mais moi, quand ils ont annoncé Robert Pattinson, je me suis dit, oh putain, ça va être un vampire de merde là, il nous casse les couilles. Non, mais Robert Pattinson, c'est tellement pas que Twilight, tu peux pas il dire ça. Il a fait des trucs après, quoi. T'es une meuf, ton avis sur Robert me comprend. Non. Avant d'être une meuf, je suis quand même une fan de. Enfin, une fan de. Non, pas une femme, une fan de films. Oui, à moins que. Petit lapsus. À moins que, merde. Non, mais ce que je veux dire par là, je suis une grande fan de films d'horreur en tout genre. Et j'avais beaucoup apprécié The Lighthouse, du même réalisateur que The Witch. Et il était absolument incroyable à côté de Willem Dafoe, justement. Donc non, Robert Pattinson, on n'a pas attendu de voir Batman pour le voir. Mais c'est vrai que c'est un bon acteur, hein, mine de rien, c'est un bon acteur. Il fallait un Batman un petit peu plus, tu vois, émotif, c'est pour ça. Pour la jeunesse du personnage, c'est ça. Un petit peu ça. Mais honnêtement, les regards face caméra, mascara, émo, non, c'est là, par contre, ça, faut calmer, tu vois. Ça, c'est insupportable. Est-ce qu'on commencerait pas, les copains? Bah, moi, je suis oui, effectivement. Alors, salut la France d'Internet, salut mes Franquis, salut mes Franquettes. On est donc sur l'épisode 6 d'À la bonne Franquette. De quoi va-t-on parler aujourd'hui? Aujourd'hui, on va parler donc de la SNCF, de SNCF Connect. La question qu'on va se poser, c'est est-ce que c'était mieux avant? Bon, la réponse est très clairement oui. On vous spoil directement. Le vieux réac. Non, c'est quoi spoil d'ailleurs? C'est divulgachage. Alors du coup, grande appli qui a créé, hop là, changement de fiche, on est professionnel bien sûr. La polémique en ce début d'année, parce que bon, on en parlera, mais elle était complètement hasardeuse au niveau de l'UX. UX qui est User Experience. Magnifique. Tu vois, il n'y a pas que toi qui révise. On bossait dans la tech, hein. Ah, c'est vrai, oui, mais c'est UX. Vous avez ma cagnotte ou pas pour qu'ils mettent 2 balles pour la play? Non, un sourire pour Aswan, très important. On parlera ensuite, bon, là vraiment on passe du tout au tout, donc d'islamisme à Roubaix. Voilà. Putain, T'as vu la transition qui... Oui, en effet, c'est un métier, ça s'en va pas. En effet, oui. Donc l'islamisme à Roubaix à travers un reportage de... Zone interdite, il me semble. J'aurais dû faire prof, hein. J'aime bien mettre des petits coups de pression si vous suivez, tu vois. On s'y attendait pas. Et du coup, pour ce reportage-là, Zone Interdite, on parlera un petit peu de tout ce qui s'est passé, de tout ce qui s'est dit, et étant donné qu'on est un peu, bon, à part toi bien sûr, mais nous on est un peu des gorilles, quoi, tu vois, il nous faudra quelqu'un qui connaît mieux le sujet, donc on a avec nous Damien, qui est doctorant en sciences politiques, donc spécialisé sur l'immigration post-coloniale, qui nous donnera un petit peu des éclaircissements sur ces sujets-là. Et on parlera ensuite de manga. Manga, bon, du coup, ça vient pas de chez nous, certes. Quoique, attention, quelle émission populaire de l'époque? Le Club Dorothée. Ouais, c'est Dorothée, ouais. Putain, vous êtes tellement concentré, c'est exceptionnel. Club Dorothée, du coup, qui a amené un petit peu cette culture du manga, et mine de rien, on a d'excellents mangakas français, et on est d'ailleurs le 2e pays consommateur de manga. Vous le saviez avant l'émission ou... Mais garde-en pour le sujet. Mais ça, c'est la technique un peu, tu vois, je balance plein de trucs. Ouais, ok, phrase d'accroche. Bah évidemment. Ah, bravo. Attends, on a fait des dissertes. 50 droits, oui, voilà, si on a bien appris des trucs, c'est ça, c'est phrase d'accroche. Et ensuite, on terminera donc avec un quiz sur les jeux vidéo. Donc j'espère que vous avez bien révisé. Bon, à mon avis, tu vas gagner. Ça fait bien longtemps que j'ai pas touché un jeu. Quoique, je pense que je vais faire gagner Damien, parce que Damien, vous le voyez pas encore, il a des gros bras.
Honnêtement, je pense qu'on va le faire gagner. Moi, je suis très, C'est terrible parce que je suis très gros bras. Il a un CV long comme ton bras à toi, du coup, et la première chose que tu as à dire, c'est putain, il est beau, il a des gros bras, franchement. Je pense Franchement, à notre public féminin. Alors, c'était mieux avant. Je pense que vous connaissez tous cet adage, un petit peu réac. C'est pour ça que Raph Un petit peu beaucoup. On adore ça. C'était mieux avant, cet tout était adage. mieux avant. Quand Et du j'étais coup, pas née, c'est vrai. ça va? On coupe les lancements, tout va Non, bien? ça va partout. Alors cet adage pourrait pas être plus vrai s'agissant donc d'SNCF Connect. SNCF Connect qui a remplacé une appli qui s'appelait Oui, SNCF. Oui SNCF. Est-ce que tu l'utilisais? Alors, je l'utilisais seulement pour mes longs déplacements quand j'allais dans le sud. Ok, est-ce que tu l'utilisais? Exactement pareil. Pareil, magnifique. Alors du coup, difficulté de compréhension, expérience utilisateur hasardeuse. Nous allons donc voir ensemble pourquoi est-ce que la France déteste cette mise à jour. Premiers éléments. Est-ce que vous avez pu la tester du coup cette appli ou pas encore? J'ai pas testé, mais j'ai vu les échos qu'il y en avait sur les réseaux sociaux, et apparemment c'est un flop monumental, et il y a que des retours très très négatifs. Déplorable. Ouais. Tu veux que je dise le contraire? Évidemment. Les Français sont réfractaires au changement. Les Gaulois. C'est pas parce que c'est différent que c'est moins bien, c'est juste différent, il faut s'habituer à ce qui bug et ce qui rame. Ça donne un petit côté, justement. Je veux dire, ça te dépayse pas, tu vas attendre ton train, tu vas avoir 30 minutes de retard, et ben là, pendant 30 minutes, tu vas ramer sur ton application à te dire, je pense au contraire que c'est une excellente chose, comme ça t'habitue bien, oui. et comme ça, t'as moins la claque de ton retard de train. Cet homme déteste le service public. Absolument Vraiment, pas. il y a Alors un vrai absolument problème pas. avec. Absolument pas. On Ma va mère, quand même ma mère est expliquer, prof. Ma mère est prof. J'adore Ouais, mais la prof, c'est fonction publique. le côté cool de la fonction publique. C'est pas les Ça fonctionnaires dépend. comme ceux qui veulent pas me filer mon passeport depuis 2 mois là. 2 mois, sans déconner, 2 mois. 2 mois. Il est encore là. 86 balles de timbre. Après, tu Ouais. fais pas d'effort, tu t'appelles Aswan. Ça veut dire, monsieur? Tu sais très bien ce que ça veut dire. Hélas, oui. Non, je pense pas que ce soit lié à ça. Je pense que c'est plus Je sais, je rigole. la faiblesse de l'admin. Non, je rigole pas. Regarde ce que tu vois. C'est pas l'alcool d'un mec qui rigole. ça. Du coup, sur SNCF Connect, qu'est-ce qui a fait que ce lancement était un naufrage? Puisqu'il y a certaines personnes qui parlent d'une UX un peu chiante. Ouais. Et il y en a d'autres qui disent, et à raison d'ailleurs, qu'il y a déjà une très grande fracture numérique en France et que cette volonté de tout centraliser au sein d'une appli, bah, c'est super pour les gens, disons, connectés, allez, on va dire de 20 à 40 balais qui ont vécu cette transition-là, qui savent tout utiliser. C'est beaucoup moins bien pour les vieux. Et pour les... Alors... Attends, pas que les vieux. Et pour les personnes qui, bon, savent pas... Bon, ok, c'est pour les vieux. Pourquoi l'appli est nulle? Alors, l'appli, ce serait dur de dire que l'appli est nulle. C'est juste que l'appli, elle est sortie de manière prématurée. Ils n'ont pas eu le temps de la tester convenablement. Ils n'ont pas eu le temps de vérifier, de faire avec les échantillons, tout ça, d'utilisateurs. Ils n'ont pas pu vérifier que c'était suffisamment fluide, etc. Après, c'est peut-être toujours dans la mise à jour. C'est une mise à jour qui est vraiment très structurelle. C'est-à-dire que c'est carrément même... C'est presque même pas du tout la même appli en fait. Ouais. Donc du coup les gens ont perdu leurs repères et les gens qui voyagent beaucoup ont l'habitude de savoir exactement comment ça fonctionne leur truc. Là au final l'application elle était déstructurée donc c'est compliqué à gérer d'une part ça. D'autre part bon comme je te dis ça a été lancé à la va-vite. Ça a été lancé à la va-vite parce qu'ils étaient tenus par les délais, par le budget etc. L'ancienne version elle était plus viable visiblement. Va savoir pourquoi. Parce que en soi je pense pas qu'il y avait énormément besoin de la changer. Elle était bien, elle était intuitive, elle était pratique. Oui. On savait exactement comment faire pour prendre son billet, pour le réserver, pour voir son siège, etc., pour changer de classe, etc. Enfin bref. Sous couvert de simplification, ça a empiré les choses en fait. Ça ne fait que les compliquer. Après, c'était à mon avis pas la volonté première, puisque dans le public, tu fais pas, en tout cas sur ces applications-là, tu fais pas des mises à jour parce qu'il y a un besoin qui se ressent incompris, tu fais des mises à jour parce que tu as un budget qui doit être alloué à tel ou tel truc. Exactement. Ouais. Et du coup, c'est pas forcément tout le temps utile. Maintenant, la question qu'il faut se poser, c'est que, cette histoire de train et de SNCF, c'est beaucoup plus... Parce que là, on peut passer pour des mecs aigris, des mecs et des nanas, bien sûr, on est inclusif. En tout cas, des personnes hyper aigries, mais c'est pas le cas. Là, nous, notre problème, c'est que cette application-là, elle est censée répondre à un besoin, et un besoin qui est lié, du coup, au service public, puisque, enfin, pour moi, pouvoir se déplacer partout sur le territoire, c'est quand même un des trucs qui devrait être assuré au top par l'État. Et même au-delà de ça, on n'a pas les chiffres, et pour être honnête, on n'a pas non plus essayé de trouver, parce que on n'a même pas pu trouver qui était le consultant en transition IT et compagnie. Bon, j'ai envie de balancer des petits noms, Alam va me gronder parce qu'on a peur des procès. Mais la vraie question qui se pose, c'est combien ça a coûté. Donc à mon avis, ça a dû coûter un truc de malade mental. Et pourquoi est-ce qu'on a mis autant d'oseille là-dedans pour au final obtenir un truc qui fonctionnait pas et qui, vu le cahier des charges, a été sorti mais beaucoup trop prématurément. Je pense qu'il y avait un besoin...
la problématique, c'était la suivante. On a une appli qui essaye de faire en sorte que tous les passagers, tous les utilisateurs c'est un service public en soi, le transport, que tous les usagers puissent se retrouver dans cette appli. Donc il y a des jeunes, il y a des moins jeunes. Les jeunes sont habitués, c'est notre génération à nous, sont habitués aux applications, aux smartphones, etc. Donc c'est intuitif chez eux. Donc quoi qu'il arrive, même si l'appli elle est galère, on va s'en sortir. Par contre, c'était pour les vieux, pour les personnes âgées, les boomers. Ouais, bon, non, mais boomer, t'as compris, c'est pas qu'une insulte. C'est pas qu'une insulte, c'est aussi une vraie classe sociale à part entière. Donc, pour ces gens-là, bah, c'est compliqué, tu vois. Je sais pas, vous avez vos grands-parents, vous savez très bien quand il y a un truc, ils arrivent pas à changer de chaîne, bah, tu dois juste débrancher, rebrancher la box, tu vois. Enfin, tu sais. Et puis on est des ingénieurs selon eux. Et eux, tu leur demandes de prendre leur téléphone, de choisir eux-mêmes le truc, machin. C'est compliqué pour eux. Donc, le développeur, il avait ce cahier des charges-là, c'est-à-dire essayer de faire en sorte que le truc soit aussi intuitif que possible pour les jeunes comme pour les moins jeunes. Ça, c'est très compliqué. Parce qu'en général, quand tu montes une application, bah, dans ton cahier des charges de départ, tu dois dire, bah voilà, ma plateforme, elle vise les 20-25, elle vise les 20-45. Là, tu vises les 15-75. Donc, la marge, voilà, c'est ça. La fourchette est tellement énorme que ça va être forcément un truc très fouillis. Et au final, à force d'essayer de contenter tout le monde, bah, tu contentes personne en fait. C'est le problème. Ouais, donc est-ce que cette application-là, elle pourrait pas être le symbole des 5 dernières années ? Je n'irai pas jusque-là. Mais du coup, par rapport à toutes ces critiques, parce qu'il faut tout de même essayer d'être un peu neutre là-dedans, il y a une réponse. Alors, réponse de la SNCF, début de citation. SNCF Connect change les habitudes que chacun avait pour acheter un billet de train. Pour certains, ce n'est pas intuitif du premier coup, ça veut dire qu'ils ont besoin d'être accompagnés. Bon, pour le coup, on a quelqu'un, donc Célina dans la boîte, qui elle nous avait expliqué que cette justification-là est un peu bébête, parce qu'en termes d'UX, t'es censé faire en sorte que l'application fonctionne, même si la personne qui l'utilise est complètement bourrée, tu vois. Enfin, c'est pas l'utilisateur de s'adapter au produit, enfin c'est la règle bien sûr, un. Et puis un accompagnement pour une appli mobile, enfin bon, bref. Et donc, recitation, c'est ce que nous nous efforçons de faire. Pour autant, plus de 6 millions de billets de train ont été vendus sur SNCF Connect depuis son lancement le 25, soit une moyenne de 400 000 billets par jour. C'est au moins autant que ce que nous en vendions avant le lancement. Après, il faut comprendre aussi que, faut pas s'auto-congratuler pour ça. Les gens, les besoins sont les mêmes. Donc évidemment que même si l'application, ça se trouve qu'ils ont galéré 15 minutes de plus, les billets vont être vendus dans tous les cas. À un moment donné, certaines personnes qui ont besoin de se déplacer, notamment pour le travail, ils vont pas s'arrêter là simplement parce que il y a 10 minutes de plus à prendre, quoi. Donc c'est un peu un faux argument pour essayer de se dédouaner des problèmes que ça a pu Je suis totalement d'accord avec toi, cette statistique-là, elle veut strictement rien dire. Parce que quoi qu'il arrive, les gens le besoin existe, même si la plateforme était nulle. Et même si la plateforme était nulle, les gens auront quand même besoin de se déplacer, donc ils auront quand même besoin de se baser sur cette application, surtout qu'elle a un monopole. C'est pas comme s'il y avait de... Oh, apparemment plus pour on va partir ouverture sur la concurrence. Ouais, mais ça c'est autre chose encore. Mais donc oui, il y a énormément d'usagers qui se sont plaints sur Internet, et il y a un thread comment un fil qui a fait boom. Peut-être qu'on le mettra là ou là, ou... Mais du coup, qu'est-ce que ça dit au final des ingénieurs français qui sont parmi les meilleurs au monde? Et au-delà de ça, des devs en France, on en a un paquet. Mais vraiment, on en a un paquet. Et pourquoi est-ce que ce truc-là, vu que c'est du public et que... il y avait du budget, quoi. Pourquoi est-ce que ça a été géré de cette façon-là? Alors, je pense que le problème, c'est pas les ingénieurs à proprement parler, parce que nos ingénieurs s'exportent très très bien. Dans la Silicon Valley, il y a énormément de Français. Nos écoles, nos formations françaises sont réputées partout dans le monde. Donc c'est pas la qualité intrinsèque des ingénieurs qui est à remettre en cause de cette histoire-là. Je pense que le problème, c'est la gestion de projet. Je pense qu'en France, on a un vrai problème par rapport à ça, surtout dans le service public. Et tu peux avoir une Ferrari, si tu sais pas conduire, tu vas te manger un arbre, quoi. Mais on a pu trouver... Si, parce que... en tout cas, de mon côté, j'ai la réponse, parce que c'était pas mon cas. J'ai pas réussi à trouver quelle était la boîte qui devait s'occuper de ça. Oh, tu m'étonnes qu'ils vont pas le crier sur les toits. Enfin, tu vois, est-ce que c'était Cap, est-ce que c'était... Enfin, tu vois, je sais pas du tout. Et moi, c'est la question que je me pose, c'est est-ce que ça a été géré en interne de bout en bout? Si je comprends bien, moi qui prends pas tant que ça le train, si je comprends bien, c'est pas tant une nouvelle application, donc soit une nouvelle appli, soit une montée en version, c'est vraiment une sorte de
de fusion de toutes les applications existantes, parce qu'il n'y avait pas que Oui SNCF, il y avait d'autres trucs, du coup je suppose pour les bus et compagnie. Ouais, bah WeGo, tout ça. Donc du coup tout se passe à partir de cette appli-là. Exact. Et les principaux bugs étaient, du coup, il y a des utilisateurs qui sont plaints au dernier moment pas pouvoir valider leur billet. Bah ouais, il y avait ça. Il semblait que même certains itinéraires étaient un peu embrouillés et que c'était pas l'itinéraire optimal et de fait les gens perdaient du temps, etc. Enfin, les calculs, même de graphes étaient pas ok, quoi. Après, l'un des trucs que ça m'évoque et que ça fait remonter, entre guillemets, c'est que, sans prendre parti, ça fait quand même un certain nombre de semaines, de mois que tu reçois sur tous les plateaux télé des mecs de la SNCF qui disent oui, la concurrence, absolument honteux, c'est dégueulasse. Quelle concurrence ? Bah, le marché du ferroviaire, c'est ouvert à la concurrence là, depuis. Ouais, d'accord, mais tu sais très bien qu'au final, in fine, ils ont encore le monopole. L'utilisateur, oui. il va quand même utiliser un train SNCF. Oui, certes. Mais ce que je veux dire par là, c'est que, regarde, typiquement, si on reprend super pouvoir d'admin, les stats et les notes, on voit que ce raté, au final, il a avantagé pas mal les concurrents. Donc comment est-ce que tu peux te prévaloir du coup de vouloir refuser toute concurrence en voulant du coup préserver le bien commun, assurer une sorte de vrai service public avec un vrai monopole public fort, capable du coup de soi-disant réduire les prix, assurer une qualité de service optimale et compagnie. Quand ton service numérique laisse à désirer. Et complètement foireux. Bah clairement, ils se sont mis un bâton dans les roues pour le coup. C'est difficile après de se prévaloir d'un monopole et de vouloir le garder quand tu sais très bien qu'il y a des couacs comme ça qui arrivent très souvent. Et même, on parle là de la plateforme numérique, mais c'est juste un symptôme. Il y en a beaucoup des couacs au niveau de la SNCF. Moi, j'ai jamais eu un train à l'heure. C'est con ce que je veux dire, c'est peut-être méchant ou peut-être je suis peut-être pas du tout de bonne foi. Leur application était l'image de leur service en fait. Et les gens sont prêts à payer bien plus cher pour prendre l'avion parfois. Or, au final, le train ça reste plus cher que l'avion. Or, t'as moins de problèmes dans l'avion. C'est beaucoup plus rapide. Après, c'est à tempérer parce que là, tu parlais de budget, mais j'étais partie à Toulouse cette année, l'année pas précédente, pardon. Et, Madame visite des endroits exotiques. J'aime l'aventure, écoute. Ah ouais. Et pour le coup, l'avion coûtait beaucoup moins cher que le train. Bah ouais, c'est ça. De Paris. Mais là, vous m'offrez une super transition, mais vraiment une transition parfaite parce qu'on va se mettre du coup dans le sujet de fond à parler écologie. Ok. Donc on va donc parler, pas du tout, au final il n'y a pas de transition du tout, on va parler de l'islamisme, tu vois, on passe vraiment de l'application à l'islamisme, tu vois. On aurait dû faire le sujet sur l'écologie, mais vu qu'on fait rien comme tout le monde... essayer de relier ces deux points Le train de je sais à quoi tu penses. Non, ils partent pas en Syrie. Non, je sais, tu vas dire le train de nos injures roule sur l'indifférence de la SNCF. Et en parlant d'indifférence, on peut dire que c'est dans l'indifférence la plus totale que certains quartiers deviennent de plus en plus perdus, tout ce que tu veux. Bam, Roubaix, bam, j'ai un truc. islamique. De par le fait que certaines régions soient si mal desservies, on a parfois l'impression que certains bouts de France ne soient plus la France. Et bam, Roubaix. Bam, c'est bon, on est bon là. Bah, vous voyez, de base, c'est pour des trucs comme ça que je me suis dit qu'on allait faire venir un vrai spécialiste. Parce que ce genre de truc à la Christophe Guilluy, la France périphérique, machin, on évite. On n'est pas sur Sud Radio, on essaie de faire un travail d'un minimum de qualité. On va donc accueillir Damien, qui va nous aider à parler de Roubaix. Alors, l'islamisme dans les quartiers, du coup, ça pose de vraies questions au niveau du commun, donc de comment est-ce qu'on vit tous ensemble. Et vu que c'est important de parler un petit peu de tous ces sujets-là de façon dépassionnée, c'est pour ça qu'on a fait venir Damien. Donc Damien, doctorant en sociologie et surtout spécialiste de... Plusieurs choses, mais surtout on va rester neutre, parler un petit peu de l'immigration postcoloniale et de l'histoire politique de l'immigration postcoloniale. Ok. Est-ce que vous avez tout d'abord des questions sur sur notamment le documentaire de Roubaix qui va nous servir de porte d'entrée dans ce petit débat-là. J'ai l'impression qu'il y a eu des réactions plutôt alarmistes par rapport à ce documentaire. Il y en a qui essaient de minimiser, comme par exemple l'affaire du... Il y avait une sorte de bar tabac, je crois que c'était à Bondy, non, c'était dans pas le 93. Dans le 93, mais c'était pas chez moi. Ouais, dans le 93, pardon, excuse-moi. C'est pas grave. Où en gros, justement, il y avait des femmes qui étaient, auxquelles on avait refusé l'accès. Et tout le monde était sorti vent debout justement en disant que c'était intolérable, que le vivre ensemble c'est pas ça. Et au final on a eu des sortes de débunkage de médias qui sont très catégorisés, comme par exemple le Bondy Blog, etc. qui disaient que non, c'était fake news, extrême droite, etc. que les femmes pouvaient librement aller dans les bars tabac, ce qui est, je pense, pas une vérité absolue. La question c'est, est-ce que c'est vraiment un documentaire qui est sensationnaliste ? Ou alors, est-ce que vraiment il reflète une véritable réalité qui se constate dans certains quartiers en France, quoi ? Bah, moi, je pense que ce qui a d'abord causé beaucoup de réactions, c'est le côté un petit peu ritournel de ce type de reportage un peu sensationnaliste. Enfin, moi, à mon sens, c'est très sensationnaliste.
quand on voit la manière dont les journalistes ont abordé certains sujets et comment ils ont contacté les habitants, les gérants d'associations musulmanes, ça pose quand même des questions. Alors moi, je suis pas journaliste, donc en termes de déontologie, je sais pas trop, mais en termes de rapport à l'objet étudié, ça pose quand même quelques questions. Après, sur la dynamique de fond, moi, je pense qu'il y a des dynamiques de fond qui existent à Roubaix et dans d'autres quartiers et qui sont montrées. Ouais. D'accord. Après, voilà, la question, c'est est-ce que c'est représentatif du reste de la France ? C'est ça. Roubaix, il y a quand même pas mal de spécificités. Hein. Enfin, je veux dire, c'est une ville qui, dès les années 60, a accueilli énormément de populations issues de l'immigration algérienne, notamment harki. Donc, dans les mêmes usines, notamment de textiles, il y avait des familles de nationalistes algériens, des familles de harki qui coexistaient. Et il y a toujours eu, en fait, on va dire, une dynamique très particulière liée à cette histoire au sein de la ville, qu'on voit encore aujourd'hui. Hein. Il y a un monument aux harkis à Roubaix qui avait été érigé il y a quelques années, qui est très souvent détruit, tagué par les jeunes, justement parce que c'est un peu une histoire douloureuse locale qui explique en partie aussi cette dynamique qu'on trouve, hein, parce que dans les années 80, c'est assez intéressant, il y a pas mal de sociologues qui ont parlé de ça. Les premiers à se tourner un petit peu vers les formes les plus radicales de religiosité musulmane, c'est très souvent des enfants de harkis, qui pour beaucoup vont un petit peu, pour certains, racheter l'honneur familial avec un esprit un peu de rébellion, justement, qu'ils trouvent dans cette identité-là. Ouais. C'est hyper intéressant, je pensais pas que c'était... Bah, en fait, je savais que Roubaix c'était particulier, qu'il y avait un terreau social différent de pas mal d'autres villes en France, mais c'est vrai que le côté dualité entre immigrés qui justement se revendiquent patriotes quelque part, parce que quand t'es harki, c'est que tu t'es battu pour la France, et justement ceux qui sont battus de l'autre côté, je savais pas que c'était à ce point-là un creusot de conflits sociaux comme ça. Ouais, bah surtout Roubaix comme... Creuset, pardon. Creuset, j'ai dit creusot. c'est l'idée, tout va bien. Ouais, puis Roubaix en tant que ville très ouvrière et très populaire, il y a eu très très rapidement des vagues migratoires assez importantes. Et moi je me souviens, je sais pas si vous vous souvenez, il a été un petit peu oublié dans l'histoire, Salem Cassette, qui était l'ancien adjoint au maire de Roubaix, qui a été un des premiers opposants à Jean-Marie Le Pen que Bernard Tapie avait ramené dans une émission, une des premières émissions où il y avait un débat avec Le Pen. Et Salem Cassette faisait partie des personnes issues de la société civile que Bernard Tapie avait sélectionné pour répondre un petit peu à Le Pen. Et Cassette était adjoint au maire de Roubaix, il est mort il y a quelques années. Et il était cardiologue et il avait expliqué en fait que pour lui, Roubaix, déjà dans les années 90, c'était une ville qui était où la prégnance, on va dire, de l'islam était hyper importante. Il le reconnaissait lui-même et il disait voilà, du coup, ça pose un peu des vraies questions sur le vivre ensemble, sur faire société, faire commun. Ouais. Et donc c'est une question qui date pas du tout d'hier, quoi. Déjà dans les années 90, il y avait pas mal de sujets là-dessus, quoi. Mais c'est marrant, il y avait aussi un truc que je me demandais, c'est Roubaix, c'est dans le Nord. Et en général, quand tu viens d'Afrique du Nord, bah tu prends le ferry, donc tu arrives dans le sud. C'est pour ça qu'à Marseille aussi, il y a des communautés qui sont importantes. Marseille, toute la Côte d'Azur, tout ça. Mais pourquoi ils sont venus jusqu'à Roubaix ? Qu'est-ce qui a poussé ces gens-là justement à s'installer, à faire un aussi long trajet pour aller dans le Nord, alors qu'il y avait d'autres villes où le climat était un peu plus exotique. C'est clair. Bah, ils arrivent pendant les 30 Glorieuses, donc à un moment donné où il y a encore une activité, une vie industrielle dans le nord de la France qui est hyper importante. D'accord. C'est pour ça qu'il y en a énormément en région parisienne, notamment pour les usines automobiles, et dans le nord pour les usines textiles. Ok, ouais. D'accord, donc c'est un appel d'air économique, quoi. Ouais, principalement. Okay. Peut-être pour replacer un petit peu le contexte, surtout peut-être définir un petit peu les termes qu'on va utiliser ensuite. Est-ce que tu pourrais nous définir ce que c'est, par exemple, le salafisme, les frères musulmans ? En quoi est-ce que, notamment, ce salafisme-là est quasiment un fascisme en tant que tel ? T'as 3 heures ? Non, mais de toute façon, regarde, là on va lui planquer les fiches, comme ça il a pas le temps. Non, mais si je devais résumer de manière assez brève, bon, de toute façon j'ai envie de dire tout le monde... Après, si tu veux, on peut aussi faire une version hyper longue, à la bonne franquette de 9 heures, un peu Seigneur des Anneaux, tu vois. Directeur Ceux qui veulent, pour s'endormir, tu vois. En mode ASMR, ce serait important aussi. Un Patrick Scott. On va faire un Patrick Scott. Allez, on t'écoute. On va dire, en fait, dans l'islamisme, bon, c'est un mot qui est déjà une construction assez récente, parce qu'en fait, justement, il a fallu l'utiliser dans les années 80 pour différencier les militants qui utilisaient une idéologie qui se réclame de l'islam et les musulmans. Mais dans l'islamisme, généralement, on entend, on va dire, plutôt 2 idéologies qui répondent en fait à 2 crises et qui apportent 2 réponses, on va dire, à qu'on appelle depuis très longtemps la réforme de l'islam. T'as d'abord les frères musulmans. Eux, c'est vraiment une réponse politique à un problème politique. 1924, on a la suppression du califat par Atatürk. Et 4 ans plus tard, en Égypte, à Ismaïlia, il y a un militant qui s'appelle Hassan al-Banna qui va fonder les frères musulmans. Et son objectif, lui, c'est la conquête du pouvoir politique. Le fameux grand-père, donc, de Tariq Ramadan. Exactement. Mais lui, en fait, les frères musulmans, il n'y a pas de... C'est ça qui est intéressant, c'est que c'est pas une idéologie religieuse à proprement parler. C'est-à-dire que chez les frères musulmans,
Ce qui les rassemble tous, c'est l'idée de vouloir obtenir le pouvoir politique, mais sur le plan religieux, tu vas trouver tout et son contraire. Je te prends un exemple, tu parles de Tariq Ramadan. Tariq Ramadan, c'est l'extrême gauche des frères musulmans. Okay, Je sais que ça fait un peu jaser de dire ça, mais c'est le plus libéral, on va dire. Il y en a des trouver un petit peu dans cette nuance. C'est non, mais typiquement, je pense que tu demandes à Tariq Ramadan sa position sur le voile, sur la lapidation, sur l'homosexualité, ce genre de choses. Il va pas avoir des avis très tranchés. Ah, c'est sûr, il va demander un moratoire. Mais tu prends à l'extrême opposé du spectre. Je te prends Youssef Al-Qaradawi, qui est un imam des frères musulmans, qui a été animateur d'une émission religieuse sur Al Jazeera, qui a écrit un best-seller qui s'appelle Le licite et l'illicite en islam. Lui, il te dit texto, la question c'est les homosexuels, bon, il faut les tuer, mais on sait pas trop comment. Est-ce qu'on les jette des immeubles? Est-ce qu'on va les pendre? Donc on est plutôt sur des sujets où, tu vois, à l'intérieur même des frères musulmans, tu vas trouver en fait des discours très libéraux à l'échelle de ce qu'on peut définir chez les frères musulmans, et au contraire très réactionnaires. Donc en fait, c'est un peu ça le truc des frères musulmans, c'est que c'est un pur questionnement politique. Après, t'as une deuxième idéologie qui elle est beaucoup plus religieuse pour le coup, c'est le salafisme, qui s'est un peu construit au fur et à mesure des siècles, notamment depuis la fin du XIVe siècle. Et là, pour le coup, on est vraiment sur une réponse religieuse à un problème religieux. C'est-à-dire que pour les salafistes, l'islam est devenu trop divers, il y a trop de courants, il y a trop d'écoles de dogmes, trop d'écoles juridiques. Il faut en fait revenir à l'islam des premiers siècles, l'islam des compagnons. Et je crois qu'il y avait déjà eu d'ailleurs Hicham qui en avait parlé ici. C'est un phénomène qui pour le coup est beaucoup plus profond, beaucoup plus ancien et qui est à proprement parler pas politique. C'est-à-dire qu'en fait c'est vraiment une nouvelle redéfinition de l'orthodoxie, une redéfinition de l'orthodoxie et de l'orthopraxie. En tant que musulman, on doit croire cela, on doit être ceci. À l'origine, les salafistes c'est pas des gens politisés. Pour la plupart, ils votent pas. Ou alors, si jamais ils sont politisés, c'est pour dire surtout dans les pays musulmans. Surtout, on ne désobéit pas au gouverneur, on ne désobéit pas à l'ordre politique, on interdit de manifester, interdit de faire quoi que ce soit. Ça, c'est un peu les deux grands courants qu'on a aussi en France, d'une certaine manière. Et ce que le reportage sur Roubaix, enfin le reportage de Zone Interdite souligne, c'est plutôt le salafisme. Ok. Donc, si j'ai bien compris, en fait, il y a une sorte de bataille idéologique entre d'une part les frères musulmans, d'autre part les salafs. C'est ça ? En fait, c'est les juifs qui sont pas sur le même plan. Ok, d'accord. On va dire, les frères musulmans, eux, ils sont intéressés par le politique. C'est ça. Que la religion, en fait, il n'y a pas de colonne vertébrale religieuse, on va dire. Les salafs, c'est religieux. Et les salafs, c'est purement religieux. D'ailleurs, pour la plupart, ils font pas de politique. Après, l'un n'est pas exclusif de l'autre. C'est-à-dire que les salafs vont détester les frères musulmans, pour la plupart, mais il y a des salafs qui, un jour, vont à un moment donné se dire, on a un discours religieux qui est assez orthodoxe et orthopraxe, on a des femmes voilées qui se font arracher leur voile à Argenteuil, on a des sœurs qui se font virer d'un restaurant par un restaurateur islamophobe à Tremblay. Qu'est-ce qu'on fait ? À un moment donné, est-ce qu'il faudrait pas nous aussi qu'on ait une action ? Donc il y a aussi à un moment donné des salafistes qui vont avoir un discours politique, mais c'est pas leur ADN de base. Okay. Donc eux aussi ils vont avoir envie de se rejoindre autour du commun, quoi. Tu connais pas il y a une émission à la Bonne Franquette sur Al Jazeera. C'est pareil, mais c'est pas les mêmes valeurs. Il y a une version de moi barbu, une version de Damien barbu de ouf. Une version du petit Sam, pas là. C'est absolument exceptionnel comme émission, je vous la conseille. Au-delà du commun, c'est con qu'on ait rigolé avant, parce que là, normalement, c'est la question un peu grave. Oui, j'ai été nul, désolé. T'as plombé l'ambiance. Mais au-delà du commun, ça pose aussi peut-être des questions de sécurité intérieure, parce qu'on l'a vu, notamment, par rapport à Samuel Paty. Est-ce qu'on sait, typiquement, est-ce qu'on peut chiffrer un petit peu combien de personnes sont dans cette mouvance-là ? Combien de passages à l'acte véritables on a, par exemple, par an ? Qu'est-ce qui détermine ça ? Est-ce que, aussi, parce qu'on voit beaucoup, typiquement, les forces de police déjouer des attentats, surtout d'extrême droite, est-ce qu'il y a aussi beaucoup d'attentats de cette nature-là qui sont déjoués ? Enfin, où est-ce qu'on en est actuellement en termes de sécurité intérieure ? C'est un peu le problème, c'est quand on parle des questions sécuritaires, il y a plusieurs écoles un peu sur la question justement de l'islamisme. Il y en a pour qui, on va dire, la différence entre le disciple de Tariq Ramadan et le djihadiste, ça va être une très profonde question de nature, c'est des natures différentes, et d'autres pour qui c'est une question de degré. Si on part du principe que c'est une question de degré, il y a quand même, ça c'est les chiffres du ministère de l'Intérieur, entre 80 et 90 000 personnes qui sont plutôt salafistes en France. C'est pas, moi je sais pas dans quelle mesure on peut vraiment parler de problèmes sécuritaires. Pour moi, il y a des problèmes sécuritaires évidemment qui se posent, mais quand on parle des questions liées à l'islamisme, notamment sur le plan politique ou sur le plan religieux, on est sur des questions qui sont beaucoup plus profondes en fait, qui sont plutôt sur des questions de quelle réponse on apporte face à des militants qui sont soit dans une logique de conquête politique, soit dans une logique au contraire de séparatisme, c'est-à-dire en fait de repli communautaire, mais aussi de redéfinition à l'intérieur même de la communauté, quelles sont les normes en fait religieuses au sein de cette communauté. Ok, je comprends. Toujours au sujet de l'éducation, pour rebondir
sur le début de cette discussion, quand on parlait du reportage, notamment sur Roubaix et l'islamisme en France, etc. En gros, ma question c'était, tout à l'heure on avait évoqué le problème du séparatisme, et en fait, le truc qui m'avait un peu dérangé à la suite de ce reportage-là, c'était pas toutes les polémiques qui étaient saines, parce que c'est normal de s'esclaffer en face de ça, mais c'était le fait que quand une journaliste de BFM TV, il me semble, avait interviewé notre cher ministre de l'Éducation, Jean-Michel Blanquer, au sujet du fait qu'il existe des écoles pareilles qu'on ne ferme toujours pas, et qu'il a dit, des écoles dont j'entends, donc c'est des écoles privées qui apprennent aux gamins des choses pas forcément républicaines, mais et des choses qui porteraient atteinte à l'intégrité. Oui. Des écoles quand même qui endoctrinent, littéralement, enfin j'ai pas d'autres termes parce que c'est celui qu'on devrait user en fait, qui endoctrinent des gamins pour faire scission en fait avec le reste de la société, j'ai pas d'autres mots pour expliquer ce qui se passe là, et qui disait que c'était en cours d'instruction depuis, etc. Et que la journaliste insistait sur le fait que oui, mais si aujourd'hui on se déplace, est-ce que le problème est réglé ou pas, sachant que c'est un problème d'ordre majeur, on est tous d'accord pour l'entendre ici. Le fait qu'on est obligé de sans cesse faire du buzz, que ce soit avec soit malheureusement des attentats, en fait, c'est ce qu'il faut, c'est ce qu'il faut dire, ou bien des reportages chocs pareils, pour que le gouvernement puisse enfin entendre qu'il y a une urgence à traiter. Ça c'est aussi un problème, je veux dire. On a bien beau essayer de pondre, Gérald Darmanin a bien essayé de pondre, mine et une thèse au sujet du séparatisme à prendre à corps durant le quinquennat, etc. Mais qu'est-ce qu'ils font concrètement en fait ? Qu'est-ce qu'ils font concrètement ? C'est vrai que là où je suis d'accord, c'est que ça me paraît un peu choquant et un peu bizarre qu'il faille une action médiatique pour engager une action publique. Alors, normalement, c'était vrai plutôt... théorie, si l'État fait son travail, il n'y a pas besoin d'avoir ce genre de reportage choc pour qu'il y ait une enquête, pour qu'il y ait une action, etc. Donc ça veut dire qu'il y a un peu des formes d'incompétence. Maintenant, sur les écoles confessionnelles, elles sont légales. Et en France, la question s'était posée sous le quinquennat Mitterrand. Le quinquennat, qu'est-ce que je dis le premier septennat de Mitterrand. Premier septennat de Mitterrand, il y avait la question de fermer les écoles libres. Et les écoles libres, comme ça que la droite l'avait appelé à l'époque. Et finalement, suite aux énormes manifestations qu'il y avait eu, on avait gardé l'idée des écoles privées financées par l'État. Maintenant, franchement, c'est une très bonne question. Hein. C'est-à-dire que est-ce qu'on doit supprimer complètement les écoles confessionnelles et les écoles privées pour avoir uniquement des écoles républicaines partout Alors, les supprimer, je pense que ce serait vraiment ce serait trop drastique. Fait de cas par cas, disons. Alors, quand on entend qu'il y a un vrai problème, ne pas attendre des procédures qui vont durer 6 ans pour traiter le problème, quoi. Enfin, tu vois ce que je veux dire ? Pour moi, il doit y avoir une contrepartie au financement. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu es financé, tu reçois une somme de l'argent public, il faut que l'État puisse avoir un droit de regard dans ce qui se passe. Mais pour une école privée hors contrat, qui du coup n'est pas financée, alors ce qui est le cas mais sauf qu'en fait en France, quand tu ouvres, je crois que c'est encore le cas malgré la réforme qu'il y a eu récemment, quand tu ouvres une école, pour devenir une école privée sous contrat, tu dois d'abord pendant au moins 5 ans, je crois, être une école privée hors contrat. Donc en fait, même si tu veux obtenir des financements publics, tu dois avoir les premières années, quoi qu'il arrive, tu dois être une école privée hors contrat. Donc il y a quand même un laps de temps où tu restes hors contrat, hors du financement. Il n'y a pas une manière, même sans peut-être refaire la législation alors, c'est un problème. Ça oui, ça ce serait autre chose, mais même sans parler de coercition, il n'y a aucune manière d'avoir une certaine emprise sur ce qui s'enseigne dans ce type d'établissement. Après, de toute façon, la question, c'est les parents d'élèves. C'est-à-dire que si il y a un programme qui est très différent sur l'éducation nationale et que tu veux que ton gamin il passe son brevet et son bac, à un moment donné, ça va être de la part des parents d'élèves. Les parents d'élèves théoriquement vont aussi vouloir veiller à la conformité un petit peu des programmes de l'éducation avec ceux de l'éducation nationale pour avoir des diplômes. Mais de temps en temps, tu as d'autres enseignements en plus qui peuvent être des enseignements plutôt religieux en plus du programme officiel. Mais ça veut dire qu'on n'a pas d'autre manière de contrôler ces programmes que par les parents d'élèves ? Je pense que quand tu es une école privée hors contrat, je sais qu'il y a eu une réforme là récemment justement sur la possibilité de faire des inspections, etc. Mais je suis pas sûr que, d'après ce que j'ai compris, la plupart des enquêtes qui sont faites, c'est pas sur des bases idéologiques. Hein, c'est souvent des enquêtes sur la base de conditions sanitaires, de fraude aux URSSAF, ce genre de choses. Quoi. Mais vu qu'on parle un petit peu de financement d'écoles, etc., et surtout du fait d'avoir, soi-disant, des cours de religion ou d'arabe qui se transforment du coup en cours de salafisme, on l'a vu dans le documentaire sur Roubaix, quand
Comment est-ce que s'articulent, entre guillemets, ces lois 1901, 1905, du coup, pour les associations, les écoles, les lieux de culte? C'est un sujet qui est hyper intéressant parce que, on va dire là, c'est plutôt spécifique à tous les mouvements, typiquement la religion musulmane et les protestants évangéliques. C'est en fait les personnes qui n'existaient pas tellement en France au moment de la loi de séparation des églises et de l'État en 1905. La plupart des associations religieuses qui se sont créées à partir des années 80 se sont créées non pas loi de 1905, c'est-à-dire pas de financement public parce que association confessionnelle, mais sur des bases loi de 1901 en tant qu'association culturelle. Parce qu'en tant qu'asso loi 1905, tu peux pas avoir de financement public, alors que loi 1901, tu peux en avoir. Le souci, c'est que les associations ont fait ça. Généralement, c'est pour ça qu'en France, très souvent, quand tu as une mosquée qui a été créée dans les années 80, t'as une école ou le plus souvent une librairie pour dire voilà, on est un centre culturel, on n'est pas une association religieuse. Ça arrangeait aussi du coup les mairies qui voulaient certaines céder, on va dire, aux demandes de construction de mosquées, mais qui voulaient surtout pas dire on finance une association religieuse. Mais le problème, c'est que du coup, c'est un petit peu hypocrite d'une certaine manière, parce qu'on a un statut qui existe, qui est la loi 1905, et qui n'est pas utilisé par la majorité des nouvelles assos confessionnelles, quoi. C'est un peu le problème. Il y a eu des... Pardon, je t'ai coupé. Ah non, je disais juste aïe aïe aïe, parce que je déplore la situation. Pardon. Il y a eu des études qui ont été menées et peut-être des projets de loi, soit projets de loi ou encore au stade de la doctrine pour essayer de faire avancer ça ou... Dans la loi séparatisme, en fait, dans la loi de renforcement des principes républicains là, de l'été dernier, qui a été votée l'été dernier, il y avait un volet sur justement l'idée de pousser, de faire de la loi 1905 un statut plus attractif pour pousser les associations de nature confessionnelle ou mixte, culturalo-cultuelle, à choisir plutôt le statut loi 1905. Pour éviter justement les problématiques de gestion comptable des lois 1901 qui parfois sont un peu hasardeuses. Par rapport à cette histoire de loi de 1901, est-ce qu'il n'y a pas aussi des conflits politiques? Parce qu'on voit dans le reportage sur Roubaix notamment, que lorsque les reporters vont voir le maire de Roubaix, le mec est hyper mal à l'aise, tu vois, de parler de ce qui a été financé, ce qui ne l'a pas été. C'est Malaise TV, ce passage. Il essaie de se barrer. Il est vraiment pas bien. Mais ça me fait de la peine parce que le pire, c'est que ce gars, quand tu regardes un peu son bilan, on va pas le défendre ou quoi, parce qu'on est sur une émission neutre, mais c'est pas quelqu'un qui a l'air, tu sais, foncièrement dans la magouille et compagnie. Non, pas du tout. Ça se voit que c'est quelqu'un qui est profondément mal à l'aise parce qu'il sait qu'une partie de son électorat pourrait lui tenir rigueur d'une décision contraire, quoi. Encore une fois, l'adjoint au maire de Roubaix, Salem Cassette, disait dans les années 90 que la majorité de la population de Roubaix était de confession musulmane. Donc tu es élu quand tu es maire de Roubaix, tu es élu de fait c'est pas la majorité des votants, mais malgré tout, t'es sur une communauté qui a un poids électoral très fort. Donc quand t'as une communauté qui te fait des demandes sur le plan religieux, se pose la question en tant que maire, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je vais essayer d'être hyper fidèle aux principes républicains et dire non, surtout pas, ou alors donner un bail amphithéotique, un terrain cédé à 1 euro symbolique et filer de l'argent à une association qui se dit loi 1900. Mais est-ce que la solution, du coup, ce serait pas peut-être d'opérer un transfert de compétences, peut-être de filer ça au préfet qui lui n'est pas élu et qui du coup pourrait être un petit peu plus libre de ces actions-là, de ne pas subir cette pression qui... Absolument. On va pas parler de grand remplacement ou de conneries comme ça, mais évidemment, il y a une sorte d'influence qui est grandissante, que ce soit pour l'islam comme pour d'autres revendications, notamment écologistes et compagnie. Du coup, ce serait quand même intéressant que les personnes en situation de pouvoir ne soient pas celles qui soient directement élues par les concernés, pour éviter d'avoir des sortes de plébiscites tout le temps, quoi. Ouais, mais ça c'est inhérent en fait au système démocratique local. Ça, c'est une réalité pour le coup qui n'est pas du tout une réalité roubaisienne que tu retrouves partout. Pour donner un autre exemple, dans le sud de la France, il y avait une ville où, pareil, c'était un maire UMP à l'époque, qui avait un petit peu peur de la mobilisation de la communauté musulmane dans sa ville, parce qu'il allait avoir une très très forte mobilisation à gauche, le maire avait été accusé d'islamophobie, etc. Et lui, il s'était dit, mais c'est génial, en fait, on a des imams salafs qui vont aller dans les quartiers, les salafs interdisent le vote, donc au moins ça permettra de faire en sorte que les mecs restent en place. Et en fait, exactement ce qui se passe dans la plupart des pays musulmans où il y a un salafisme quiétiste très fort, c'est que le pouvoir politique utilise le salafisme quiétiste pour dire regardez, surtout restez tranquille, restez dans vos mosquées, il n'y a pas de mobilisation politique. C'est terrible ce que tu nous racontes. Ah non, c'est affreux. Il a plombé la dernière séquence. Bon, c'était Primeland. Non, c'est vrai que c'est affreux cette histoire de clientélisme politique, et là où tu as raison, c'est qu'il faudrait essayer de faire en sorte que du coup les personnes en situation de pouvoir, à même de décider, du coup de prendre de vraies décisions pour ces populations-là, ne soient pas les mêmes qui soient directement élus par ces gens-là, sinon ça nous met dans des situations... Il faudrait centraliser un peu le pouvoir, en tout cas les prérogatives municipales. Il faudrait peut-être justement les déléguer à
à une autorité étatique, pour le coup. Tout neutre et impartial. Tout ce qui concerne le commun, pour moi, tu vois, ça devrait être, dans ces cas-là, le préfet, quoi. Comme ça, lui n'est pas élu, il peut pas se prendre de pression. À part en Corse, mais on n'y est pas. Et je pense que mine de rien, même dans la tête des gens, des gens du collectif, le fait qu'il y ait pas une certaine rigidité, mais en tout cas, une impartialité du mieux qu'on pouvait, de telle sorte à justement, qu'il n'y ait pas de clientélisme comme tu sous-entendais là, ça pourrait justement calmer certaines ardeurs. Enfin, tu vois ce que je veux dire ? Parce que le truc, c'est quoi là, étant donné que on est voué à céder miettes et ça finit par la moitié du gâteau, quoi. Ça donne la jeunesse qu'on a actuellement. Je voulais quand même revenir très rapidement sur l'affaire Patsy, parce que c'est quand même un sujet important. En gros, on a pu remarquer, certaines personnes avaient évoqué le fait que là, c'était un attentat de toute autre nature que ce qu'on avait pu avoir sur notre territoire auparavant, parce qu'il impliquait cette idée de djihad d'atmosphère. En gros, c'est ce qu'il disait. C'est pas mes propos, mais je les trouve quand même à propos, justement. Pas mal, c'est un métier. Mais en gros, avec cette affaire-là, ce qui était quand même intéressant à souligner, c'est que tout démarrait d'une revendication d'une élève qui n'était d'ailleurs même pas en classe, qui s'offusquait du fait qu'on ait pu montrer des caricatures du prophète, de l'islam, en cours, alors que c'était simplement un cours sur la liberté d'expression du prof d'histoire-géographie. Et tout avait démarré par là, et ensuite il y a eu un engrenage de la part des parents d'élèves qui sont partis voir un imam de mosquée qui a confectionné une vidéo YouTube en jetant l'opprobre sur ce monsieur, en lançant une cabale tout simplement. Ça fait le tour des internets jusqu'à certaines sphères extrémistes, et de fil en aiguille, on en est arrivé à cet attentat-là. Donc, je peux comprendre qu'il faille essayer de tempérer aussi nos peurs à ce sujet, parce que, voilà quoi. C'est pas la fin du monde non plus, mais c'est peut-être un peu la fin d'un petit monde, mine de rien, parce que là, on se rend compte que, de par complaisance après complaisance, les jeunes adoptent une certaine aisance à se jouer eux-mêmes des mini-djihadistes, en fait, et ça finit par des gros attentats en aval. Vous voyez ce que je veux dire ? Ouais, non, mais en fait, le problème, je pense que tu mets le doigt sur quelque chose, c'est que le problème fondamental de cette affaire, c'est que c'est un engrenage, finalement, qui s'est emballé et qu'on n'a pas maîtrisé. Mais le gros problème, je pense, c'est que, en fait, moi, perso, la vidéo, je l'avais vue avant qu'il y ait l'attentat. On était plein à l'avoir vue parce qu'elle avait énormément circulé sur ce qu'on appelle la Muslim Sphere. Et le souci, c'est que c'était impossible d'anticiper, de se dire que ça allait mener à ça, parce que des vidéos comme ça, il y en a tout le temps. Typiquement, moi, je parlais tout à l'heure des femmes qui s'étaient fait arracher leur voile à Argenteuil. Il y a eu plusieurs affaires à Argenteuil à quelques jours d'affilée. Il y a eu l'affaire du restaurateur de Tremblay avec les clientes qui avaient dit qu'elles s'étaient fait virer du resto parce qu'elles portaient un voile. Et en fait, des affaires comme ça où il y a des mobilisations sur les réseaux sociaux suite à un acte qui allait un peu trop loin. Ouais. En fait, ça s'emballe et il y a aucun moyen de savoir si à un moment donné il n'y a pas, un jeune djihadiste ou proto-djihadiste qui va à un moment donné s'en saisir pour essayer de se faire justice lui-même. C'est un peu ça le souci dans lequel on est aujourd'hui, quoi. Et finalement, en fait, l'affaire Samuel Paty, c'est une mobilisation un peu pour canceller quelqu'un qui se retrouve finalement à aboutir à des actes complètement hallucinants de passage à l'acte meurtrier. Je comprends bien, mais c'est pas pour jouer l'alarmisme, mais là, on se rend pas compte qu'avec cette affaire-là, c'est pas un peu trop tard, en fait ? Parce qu'on pourra pas... la surveillance de masse, je suis pas fan, d'accord ? Mais à un moment donné, il faut comprendre que là, on a quoi pour pallier ça, en fait ? Parce que les idées sont lâchées depuis bien des années, les graines sont plantées depuis bien des années. Là, c'est plus juste des fleurs qui poussent, c'est carrément des arbres dans la tête de certains individus. Enfin, vous voyez ce que je veux dire ? C'est assez flippant. Est-ce que vous pensez que ça serait opérant de mettre en place une sorte pas d'infraction, mais de délit de mise en danger de la vie d'autrui, justement en lançant de telles cabales sur le net? Ça existe déjà, de fait. Alors, pour mémoire, quand il y a eu l'affaire Samuel Paty, qu'on a remonté la chaîne, le père de l'élève, le président du collectif Cheikh Yassine, la page de la mosquée de Pantin, tout le monde a été inquiété. Je veux qu'on ne puisse plus pouvoir jeter l'opprobre sur quelqu'un sous prétexte qu'il ait été islamophobe, si tant est que ce mot désigne une réalité, un réel concept. Mais je veux que ce soit plus possible de mettre à ce point-là la vie des gens en danger, quoi. Pour moi, il y a un véritable imbroglio en ce qui concerne cette notion d'islamophobie, parce qu'on ne sait pas si ça reflète du racisme anti-musulman ou maghrébin, ou seulement de la critique de l'idéologie musulmane. Et justement, il y a certains militants qui sont très extrêmes, qui essayent de faire de ce mot-là un fourre-tout dans lequel on amalgame le racisme et la critique de la religion. Et c'est d'autant plus dangereux que là, dans pas longtemps,
il y a une proposition à l'ONU qui a été à la demande du Pakistan pour instaurer justement une journée de l'islamophobie. Alors, il faut bien lutter. Si on doit lutter contre l'islamophobie, moi je veux lutter contre un concept qui s'énonce clairement et qui ne soit pas le cheval de Troie de militants très 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 mal intentionnés. C'est tout ce que je voulais dire. Le vrai problème, en tout cas, c'est moi qui le comprends comme ça, tu vois, c'est que je pense pas que créer une infraction ce soit la réponse. Tu vois, créer une infraction, je pense que ça sera déjà trop tard, on est d'accord. Ça fera rien. Et la réalité, c'est qu'effectivement, il y a quand même un pan entier. Typiquement, si on peut prendre un exemple. Tout à l'heure, on parlait d'islamo-gauchisme, mais on se rend pas compte à quel point, du coup, c'est aussi dans l'autre sens, parce que tu as énormément de professeurs, du coup, qui se retrouvent un petit peu emmerdés. Bien sûr. Prendre l'exemple de, je crois que c'était l'IEP de Grenoble, où le mec, c'est presque comme si on leur mettait une cible dans le dos, quoi, tu vois. Et sinon, ils s'autocensurent. Et d'où le problème. La plupart s'autocensurent. Mais je pense pas que, même chose pour une prof de droit, elle a eu le même problème. Ouais. Mais je sais pas, je pense, en tout cas, c'est mon avis, tu nous donneras aussi le tien. Je pense pas, que créer, de nouvelles infractions sur des trucs qui existent déjà, tu vois. Je pense que ça existe déjà. En fait, le truc, c'est que ça existe déjà. Enfin, après, le problème, c'est l'effet de masse. C'est-à-dire que typiquement, l'affaire Mila et l'affaire, je me souviens plus de son nom. Benjamin comment ? Le Dig. Ouais, voilà. L'affaire du twerk. Du twerk, l'affaire du twerk. C'est en fait ce que ça souligne aussi, c'est qu'il y a un effet de massification et le problème du sécuritaire et du judiciaire, c'est qu'on est dans des cas qui sont massifs et extrêmement difficiles à gérer. Enfin, Mila, on parle de milliers et de milliers d'utilisateurs. C'est ça. Et l'affaire du twerk, je sais plus combien ils étaient, mais il y a eu énormément de gens aussi qui l'ont insulté et qui l'ont menacé. Et doxing et balance de son adresse personnelle, etc. Enfin, on est sur des trucs quand même qui sont... Puis je pense que tu le sais mieux que nous tous à cette table. Honnêtement, créer des infractions qui existent déjà, en général, ça réduit plus la puissance du droit que vraiment... Alors absolument, la prolifération législative, on est d'accord que c'est pas un truc qui va faire avancer... qui va nous permettre de résoudre le problème, mais peut-être alors juste s'assurer que les lois soient... la mise en place d'un dispositif qui nous permettrait de justement mieux... faire exécuter ces lois-là et de mieux préserver justement ces professeurs ou en tout cas ces gens qui ont une certaine audience du coup de facto par les réseaux sociaux. Ou alors nous permettre de nous protéger nous-mêmes. C'est tout le système qu'il faut revoir parce que là tu demandes presque à la hiérarchie des profs de les soutenir. Et quand tu vois qu'ils les soutiennent déjà pas devant des parents d'élèves énervés, on voit que ce sera pas le cas devant des associations musulmanes en colère qui ont 200 000 likes sur les réseaux et compagnie. Ça marchera pas non plus. Mais là, c'est plus un combat presque culturel et républicain, même si le mot a été un petit peu vidé de sa substance, que vraiment un truc qui doit se passer dans les tribunaux. Et générationnel aussi, parce que c'est quand même très souvent des très jeunes qui sont à la manœuvre dans les menaces, etc. Mais d'ailleurs, et je pense qu'on clôturera là-dessus, comment est-ce qu'il est possible qu'on soit passé de ni Dieu, ni maître, ni patron, ni mari à aller insulter un mec qui a twerké dans une église, quoi? Ouais, franchement, je pense que ça pose vraiment la question de est-ce que l'esprit français, l'esprit révolutionnaire français en tout cas existe encore. Le truc, c'est que l'art de la caricature et typiquement du twerk dans une église ou de l'affaire Mila ou autre, c'est que c'est un petit peu comment dire. Pour moi, c'est un peu l'incarnation contemporaine de ce qu'a pu être au moment de la Révolution, ou en tout cas au XVIIe, XVIIIe siècle, l'esprit voltairien, le registre un peu rabelaisien, aussi grossier, qui va un petit peu dans la pique et dans la caricature. Mais le souci, c'est qu'aujourd'hui, je pense que c'est quelque chose qui ne parle absolument pas à la jeunesse. C'est vraiment un truc. Les références dans les références culturelles aujourd'hui, mais même des gens de notre génération. Je sais pas si on est tous à la génération ici. Pour l'instant, on est des vieux et tout ça. Voilà. Ouais, je pense que vraiment c'est des références qu'on n'a plus quoi. Ça nous parle pas. Enfin, je pense que et d'ailleurs typiquement sur les affaires Charlie Hebdo, avant l'affaire Charlie Hebdo. Se vendait de moins en moins, se vendait surtout chez les gens qui étaient d'un certain âge et qui le suivaient depuis déjà dans les années 80-90, parce que cet esprit-là, je pense, se perçoit de moins en moins, en tout cas dans nos références culturelles. C'est un désastre pour un journal à qui on peut faire énormément de reproches, mais en tout cas pas celui de ne pas être un des fers de lance de la gauche anticléricale, antimilitaire et compagnie. Exactement. Là, ils sont taxés d'être d'extrême droite, quoi. Il y a un vrai problème là-dessus. Mais... La boussole est cassée, disons. Pardon ? La boussole est cassée. Ah non, mais ouais, un petit peu, ouais. Moi, je mettrais ça surtout sur le dos de l'aspect très américanisation un petit peu de notre référentiel, parce que c'est très anglo-saxon finalement ce truc de pas choquer, de faire attention à la sensibilité, à la respectabilité des croyances de chacun. Typiquement, moi, je me souviens
quand on parlait de l'affaire Charlie Hebdo, tous les médias anglo-saxons qui avaient traité l'affaire Charlie Hebdo avaient censuré les caricatures quand ils avaient montré les unes. Et en fait, pourquoi ? Parce que dans la culture anglo-saxonne, il y a vraiment un truc très différentialiste de attention, les frontières communautaires sont très 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 rigides, il faut surtout pas, quand on est issu d'une autre communauté, s'attaquer à un problème qui est perçu comme un problème interne à une communauté. Quoi. Donc là, il y avait ce truc vraiment de attention, on y touche surtout pas, c'est du sacré. C'est pour ça qu'en 2032, votez pour moi, je vais régler le problème. On va retourner là-bas. Parce que tu sais, il y a des mecs qui disent oui, il faut récupérer la Louisiane et tout. Mais pourquoi s'arrêter là? Du coup, pour toi, est-ce qu'on s'éloigne pas aussi un petit peu fondamentalement de ce qui a fait le modèle français? Est-ce qu'on s'américanise pas un petit peu? De fait, ouais. Je pense qu'à l'origine, c'est une américanisation ou culture un petit peu anglo-saxonne qui est pas originellement proprement politique. Ouais. C'est plutôt sur nos référentiels culturels, audiovisuels surtout. Mais de fait, ça a des conséquences un petit peu sur notre rapport au monde, à la société et au traitement des différences. Peut-être qu'en France, en fait, justement, on est un petit peu, c'est un peu notre principe, c'est qu'on est très, je sais pas si je dirais égalitariste, mais en tout cas, on a vraiment cette idée que universaliste et qu'il faut absolument que, pas forcément qu'on se ressemble tous, mais qu'on trouve vraiment des choses qu'on a en commun, justement. Ouais. Alors que dans le monde anglo-saxon, il y a aucun problème et aucun tabou. Le système est même organisé comme ça, et ça peut se défendre d'une certaine manière, avec cette idée de répartition communautaire et de un petit peu chacun chez lui et tout se passerait bien. C'est quand même notre modèle où on mange le dîner tous à table plutôt que chacun dans sa chambre, comme chez les Anglais quand même. Ouais, parce qu'on les déteste de base. Non mais concentrez, cette émission, il n'y a pas... On les déteste. Après, vu ce qu'ils bouffent, vaut mieux être privé de repas. C'est ça. En tout cas, c'était super. Merci beaucoup de nous avoir éclairé sur tout ça. Maintenant, on sait que Roubaix, c'est l'Afghanistan. Voilà. Il n'y a pas de transition. Moi, je ne suis pas doctorant, monsieur. Je ne suis tenu à aucune rigueur académique. Et en parlant de rigueur académique, puisque... Bon, d'ailleurs, ça se voyait, tu avais une petite mine. Parce que t'étais la moins, cultivée à coups de stade. Ça doit être, Damien est arrivé, ça t'a sapé le moral, t'as remis une petite chemise à carreaux, t'étais bien blasé. T'as une lettre pour nous, du coup, cette semaine, à Marwan Mohamed, directeur du CCIF. Ouais, tout à fait. Collectif contre l'islamophobie en France. Allez, c'est parti, c'est à toi. Alors, vous, ancien trader efficace à la Société Générale. Vous, ancien directeur du CCIF autodissous pour éviter probablement le tribunal. Vous aviez admirablement, j'admets, décidé de quitter le monde financier pour être en phase avec votre éthique personnelle. Mais force est de constater que votre sens du bien commun a été remplacé par le désir de faire de notre pays un véritable archipel. La cause que vous défendez en apparence est tout à fait légitime, personne ici ne le niera. Aucun citoyen ne doit être discriminé pour quoi que ce soit, pas même pour sa foi. Mais plutôt que d'honorer le nom de votre religion, vous avez délaissé la paix au profit de la désunion. En effet, vous brandissez depuis plusieurs années de grands sophismes en usant de mots-clés comme antiracisme ou laïcité, quand dans un même temps, en prenant les gens pour des ignorants, vous agissez comme un infidèle, et ce, de tous les côtés. Encore l'an passé, vous tentiez de soigner apparemment ces discours sur nos plateaux télévisés, tout en mentant éhontément sur ce Turc au sujet du sort actuel des musulmans français. À l'étranger, vous faites passer ce pays et ses habitants pour ce qu'ils ne sont pas, tout en exigeant de lui une soumission totale à vos convictions bancales qui, je l'espère, n'arrivera pas. Lorsque certains prédicateurs au discours venimeux sont écartés, vous les présentez comme martyrs quand ils ne sont que des dangers. Dangers tant pour la communauté nationale que pour votre petit cercle de religieux capricieux, parce que oui, soutenir des agents de la haine vous portera préjudice même dans les esprits d'enfants encore naïfs, se pensant pieux. Vous plantez multiples graines de fruits de haine et ressentiment, en n'ayant aucune conscience des catastrophes qu'elles provoqueront en poussant. Vous pensez peut-être fin stratège en pleine guerre de religion depuis longtemps dépassée, mais vous n'êtes qu'un mercenaire politique qui bafoue le saint nom de l'Éternel en prétendant le glorifier, seulement pour arriver à vos égoïstes finalités. S'il y a bien une chose que j'exècre plus que tout au monde, c'est l'hypocrisie dans la foi. Et même si je ne suis pas juge des âmes, je sais tout de même que votre victoire n'adviendra pas. Aujourd'hui, le fou se prend pour cavalier sans honte, mais tôt ou tard, le roi des cieux fera ses comptes, et la discorde que vous avez sciemment semée finira inéluctablement par vous rattraper. Salutations distinguées. Eh bien, merci pour cette formidable lettre qui nous a sans doute tous contentés et fait énormément plaisir. Bon, évidemment, bien, pas le principal concerné. Mais là, on va passer peut-être sur un truc un petit peu plus léger, sympa. Donc les mangas, est-ce que ça vous intéresse les mangas ? Bien sûr, absolument. Vraiment, c'est pas l'émission. Ah non, je te jure, moi j'aime bien. Je sais, c'est une blague, je la t'ai. Est-ce que tu aimes les mangas ? J'avoue que non. Étonnant, tiens. T'aimes pas ou ça t'intéresse pas ? Non, c'est vrai que c'est pas la même chose. Pour le coup, je suis pas très friand d'animé en général, que ce soit japonais ou autre. Enfin, le seul truc que je regarde encore, genre, c'est Rick et Morty, c'est tout. Mais bon, je regardais quand j'étais gamine. Mais tu vois, c'est typiquement le genre de personne qui lit des livres.
Tu vois, c'est pour ça qu'elle nous méprise fondamentalement. Non, je voulais... T'aimes bien les mangas? Moi, je regardais des animés quand j'étais petit, mais alors, ouais, des mangas... Wow. Il a dit quand j'étais petit, surtout du malin, les tocards. Vous êtes pas docteur en sciences po? C'est un peu comme le skate, après 15 ans, t'arrêtes. Vache. Ah, mais là, pour toi, c'est la doublette, t'as fait un plus skateboard. Ah, ouais, c'est terrible. C'est absolument terrible. Aussi. Mais tu vois, moi, c'est pour ça que je voulais pas d'inviter à la base. Tu vois, tu les amènes sur ton plateau, c'est non. Ça te tire dessus. Non mais attends, je dis pas ça pour me rattraper. Moi, le dernier vraiment que j'ai aimé, c'était Dragon Ball, tu vois, avec mon cousin. Ça date. J'avais oublié que t'avais 42 ans. Ouais, voilà, ça, 60 piles, genre. Non, mais ce qui est cool avec les mangas, c'est que déjà, on est parmi les plus gros consommateurs au monde, on est les seconds, donc après les japonais. Et surtout, il y a énormément de vrais artistes mangaka, donc français, dont les œuvres sont rachetées par les Japs. Donc, quelque part, parce que c'est pas aussi, tu vois, ma France, le succès. Bah ouais. On arrive chez les Japonais, on produit des trucs meilleurs qu'eux. On assimile culturellement quelque chose et on va finir par les dépasser, tu pour vois. une fois qu'on fait tu sais, de la bonne appropriation culturelle, bien c'est ça, sympa, comme on aime. Alors, d'où ça vient, cet attachement des Français au manga? Je pense que c'est un petit côté ludique. La bande dessinée telle qu'elle, elle est plus dynamique. J'ai l'impression que c'est plus dynamique de lire un Dragon Ball Z ou un Naruto ou un One Piece. Ouais. Ou un, je sais pas, je connais pas trop les autres Bon, trucs. on va essayer de Que faire un Tintin ou un Gaston, quoi. J'ai l'impression Oh que non, la bande plus dessinée, dynamique, pour le coup. plus dynamique, dans le sens où la lecture, elle se fait plus de manière plus fluide, j'ai l'impression. On va essayer de vous faire prendre de l'avance sur les points. Donc, petit quiz au hasard. Ok. Voilà. Le premier, donc là, ça va tourner comme ça. Le premier qui n'arrive pas à me donner de nom de manga Ok. part avec, je sais pas, un handicap et je déciderai peut-être après. Ok, parce ça que marche. Allez, Ok, tu ça commences, Raph. Ça tourne comme ça. Un nom de manga Ouais. Ken le survivant. Ah, mais t'es vieux. J'ai 60 ans. J'ai 60 ans. Sakura Card Captor, ce que je regardais quand j'étais gamine. On Ah, peut- c'est bien ça. Oh, c'est mignon, ouais. Tu connais Bah, ça passait sur M6 quand on était petit. Damien, Je vais faire classique, un Dragon Ball Z. pas mal. À toi, encore une fois. Et toi? Et moi, je suis maître du jeu. Bah, joue avec nous. Je sais pas, Baki. C'est un mec balèze qui se tape contre d'autres mecs. C'est 80% Ouais, de c'est ce qui 80%. sort en manga, donc bon. Ouais. Naruto, on l'a dit. Non, mais tu Ah, peux le Naruto. prendre. Evangelion Genesis, je crois. Pas mal. Ouais, pas Damien. mal. Ouais, bah, j'ai séché là, donc. On lit des mangas de Non, merde, tu t'inquiète, les ce sera un détestes, truc c'est sympa. la différence. Hein. Et alors, vu que je suis dictateur, c'est toi qui prends le gage. Ok. Bon, on en parlera tout à l'heure. C'est ça de se moquer de la sociologie. hein. Il a balancé trop de vannes. Alors vraiment, je me moque pas du tout. En vrai, comme nous tous, en droit, t'es poussé à te moquer un peu de la Bah, société. justement, pas du tout. Ah ouais. Parce qu'il faut être un bon juriste pour se moquer des autres trucs. C'est vrai. Mon gars. C'est vrai. Pas le mien non plus, t'inquiète. Vous avez pas parlé du Club Dorothée? Peut-être que ça vous parle un peu moins. Oui, carrément. Bah, c'était vraiment le point d'entrée en France Ouais. de la culture manga. Je pense que c'est grâce à Producteur elle. de Hein. génériques absolument géniaux, genre. Tu sais que moi, ma mère, elle m'interdisait ça de regarder ça quand j'étais gosse. Sérieux? Genre Power Rangers, Dragon Ball, elle me dit ouais, si tu regardes ça, tu vas finir débile. Bah, j'ai fini En débile, vrai. j'ai pas regardé du coup. Power Rangers, c'est- Désolé, maman. Power Rangers, c'était vraiment Moi, je nice. regarde. Pour le coup, moi, je regardais les Mais Chevaliers moi du aussi. Zodiac avec mon papa. Mais c'est trop les bien. Chevaliers du Zodiac, c'était Ouais, très bien, c'était ça. stylé ça. C'était vraiment Ouais, stylé, ma ça. mère, Alors, elle m'interdit. petit magnéto, du coup, ça commence en 78 avec Oh la vache. quelqu'un là. Alors là, j'ai pas du tout. Goldorak. Ah, t'es chaud. Incroyable. Bah, j'ai eu un papa, du coup, j'ai connu Je les savais pas que animés c'était en japonais. 78, je savais pas que c'était. Mais là, ça me paraît un peu trop rapide. Je pense T'avais que Albator t'as eu aussi, accès c'est à la pas mal. trame ou. T'as pas volé mes fiches? Le rire de coupable. Et Ah, le non, rire ça, de c'est rien, mais en coupable. plus, je commence à la Ah, la connaître. vache. Ça, c'est elle a triché. Mais regarde, elle C'était tellement sourit, ça. elle trichait 1000%. Ah, le rire de coupable. Mais en gros, ouais, à Pardon. l'époque, c'était pour occuper du coup des créneaux horaires pour les gosses et passer de la pub derrière. Et du coup, les Japonais refourguaient ça pour pas cher, et du coup, ils l'ont pris, ils l'ont mis, et ça a été un succès absolument dingue. Et succès absolument dingue, à tel point que là, sans parler d'animé, si on reparle un peu du Pass Culture, le Pass Culture, Ouais. t'imagines, la majorité de l'oseille du Pass Culture a été utilisée pour acheter des mangas. Vous Bravo la saviez ou pas France. ça? Ça reste de la culture, donc en soi, il n'y a rien de. Là, il se force pour dire. Non, c'est vrai. C'est vrai. Non, au fond, Est-ce Non, que les pas demander à Japonais des gosses d'acheter s'attendaient Chateaubriand. est-ce qu'ils Non, s'attendaient ils font aussi tout, bien à oui. exporter leur manga? Je sais pas, mais je Est-ce pense qu'ils pas. s'attendaient à ça? ça, Est-ce je qu'en crois Europe pas. c'est un tel succès, notamment en France quoi? Non, je pense pas. Je pense pas, mais par contre, on voit de plus en plus, personnellement, moi j'adore ça, et du coup, je vois, notamment au niveau des studios d'animation, que ça commence vraiment à avoir un nouveau niveau, quoi. Avant, c'était, je sais pas, du 30 FPS, même moins, c'était affreux, quoi. Limite, tu voyais tu voyais des bonhommes comme, tu sais, les types avec un bouquin qui te font ça, quoi. C'était vraiment affreux. Là, maintenant, tu vois de vrais, je sais pas, moteurs graphiques, tu vois de vraies animations, clair, c'est dingue. Oui, Et j'ai puis, pu voir un épisode de One Punch Man, pour le coup, c'est un autre niveau que Dragon Ball Z quand même. Ouais, et puis au-delà de ça, on voit les premiers animés arriver en salle de cinéma. Et ça, c'est incroyable. Bon, Mhm. par contre, la clientèle est Ah, affreuse. la vache. Ça se lève, ça se met torse Bon, nu, ça après- crie, c'est après, insupportable. En soi, on a Mais, tous été voir Spider-Man Oui, au ciné, c'est plus voilà. ou moins le même style. Même, hein. oui, voilà. Attends, t'as fait ça, toi?
Bah, je vais te voir au ciné. Mais tu t'es levé, torse nu, t'as crié, t'as envoyé des trucs. Non, on voyait même type de Ouais, ça gueulait aussi dans le ciné. Comme Ah oui, pour Avengers ouais. Endgame aussi, ça a Ouais. bien crié. Du coup, qu'est-ce que vous en pensez, vous, globalement? Est-ce que c'est encourageant de voir ce secteur se porter bien, surtout en France? Moi, je pense qu'à partir du moment où tu t'intéresses à un truc qui est teinté culturel, Ouais. c'est forcément une bonne chose. Que ça vienne du nord, de l'est, de l'ouest, du sud, on s'en fout. Le principal, c'est que c'est des gosses qui soient, des jeunes qui soient incités à ouvrir des bouquins, et peut-être que par passerelle, ils passeront de manga à, ils liront, je sais pas, Harry non, Potter. non, mais peut-être. Emmanuel Kant. Mais si ça peut, Tu passes de Naruto à Kant, je fais wow. si ça peut les inciter à se pousser vers la culture japonaise, à regarder, à voir du Kurosawa, tout ça, machin, ça peut être très sympa, tu vois. C'est vrai, de la même manière que parfois on prend certains blockbusters américains, désolé de faire le pont là, mais pour des choses infiniment vulgaires, dépourvues de substance intellectuelle, c'est un peu un faux procès qu'on leur fait à toutes ces productions culturelles. De la même manière, par exemple, tout à l'heure j'avais évoqué Evangelion chez D6, un des seuls mangas que j'ai pu consommer quand j'étais ado. Pour le coup, il y a énormément de ponts à faire avec la philosophie Nietzscheenne. Enfin, il y a tout plein de trucs hyper intéressants, mine de rien. Quand c'est pas de bon. Enfin, c'est beaucoup plus prolifique qu'on peut le croire. Après, contre-argument par rapport à ce que je viens de dire, c'est pas parce que tu regardes Avengers Endgame que derrière t'as envie de lire Les raisins de la colère de John Steinbeck. Donc c'est vrai que c'est pas parce que tu vas lire un manga de Dragon Ball Z ou je sais pas quoi d'autre que tu vas te pencher vers des cultures. Évidemment, mais parfois il y a des questionnements, mine de rien, il y a des questionnements notamment moraux pour ce qui est trucs super-héros machin, ou bien trucs hyper basiques, genre les méchants contre les gentils, la quête, je sais pas, c'est une quête de quoi? Quête de boules dans Dragon Ball Z? Les boules magiques T'es là. vraiment dans ta période. Arrête, Je s'il sais te pas ce qui se plaît. passe depuis ce matin. N'est-ce pas notre quête à tous? Non, mais- Non mais c'est des vraies boules magiques, À non, c'est Tintor, pas ça. non, je crois pas. Oh, vous faites chier, putain. Vous voyez ce que je veux dire? On a tout avis, on a tout à l'âme pour les gros mots. Pardon. Ça, à mon avis, c'est franchement de la branlette parce que honnêtement, Dragon le Ball côté avec le recul, surhomme. c'est le pire manga de tous Ah les ouais? temps. Ah non, j'ai adoré. Mais y a moi, rien quand derrière. j'étais gosse. Mais bien sûr qu'il y a rien, Absolument mais rien, frérot. t'as juste Y a envie de te rien. vider la tête. Là, si tu prends des mangas comme The Promised Neverland, il y a L'Attaque des Titans qui est ça incroyable. c'est sympa ça. Il D'accord. y a quoi encore qui est sympa Tokyo Revengers, incroyable. Ah mais t'es calé de ouf. Moi j'en connais 2-3 Waouh, max. mais ouais, c'est Mais, ouf. Mais toi t'es. En même temps, c'est lui qui a choisi le thème de l'émission. Oui. donc, Ah, tu vas revenir plus souvent, toi. J'aime beaucoup cette glorification de On va l'appeler Aswan-san. Ah ouais, mais moi, Oh, je Dieu. suis japonais, frérot. C'est Je chaud. suis, Non, c'est bien, putain. je suis un tiers français, un tiers algérien, un tiers japonais, moi. C'est- Je suis né à Tokyo. Ouais, j'ai pas le droit de faire cet accent, non? C'est genre des problèmes. T'as un tiers de sang. C'est vrai, je suis un tiers concerné. C'est bon. Non mais ouais, il y a quand même énormément de mangas, et ce que vous disiez au début en mode oui mais le manga ça peut t'apporter vers de la vraie littérature et tout. Non, c'est de la Ah vraie voilà, parce que littérature, des faut fois pas t'as des déconner. mangas, tu les Bande tu les dessinée lis, aussi, tu c'est de la dis, vraie littérature. incroyable. C'est incroyable. Scorsese, honnêtement, en sueur devant l'Attaque des Titans. Attends, des deux. Ok, non, là, j'avoue, je vais un peu loin. Voilà, Là, j'avoue, je vais un peu loin. Mais au moins, dans l'Attaque des Titans, à la fin, tu sais que la pièce, elle s'arrête de tourner, tu vois. Ouais. Ça, pas c'est bloqué. Nolan, mec, putain. C'est pareil. C'est pareil, je ne suis pas Raphaël, moi. Là, je ne vois pas les films. Non, non, je regarde, ça m'arrive. Non, c'est Nolan, mais non. C'est Mais Inception. Inception, c'est Nolan, C'est pas c'est Scorsese. pas Ah, mais non, c'est Scorsese. Shutter Island Scorsese, pardon. Mais oui, c'est pas grave. Désolé. Mais ça ressemble, hein. Bon, c'est plus ou moins le même film. Ouais, Mm. DiCaprio. qui Ouais, fait c'est des trucs DiCaprio, voilà, c'est ça. incompréhensibles. Ouais, c'est ça. Est-ce que tout a été fait donc au niveau français pour propulser ce format pour vous? Mais est-ce que c'était notre rôle de le faire? Parce que c'est pas un truc franco-français de base. Non, mais là pour les mangas français, je veux dire. Ah, pour les mangas français? Ouais. Non, parce que moi, Tu t'en connais ou pas du tout? je sais qu'il y en avait un qui était passé sur Netflix. Ouais. Je connais pas le nom, je me souviens plus du nom, mais c'est en gros, c'est un petit bonhomme qui a une tête toute noire, tu sais, une tête toute noire. C'est-à-dire, monsieur. Calme-toi. C'est-à-dire- je te vois- Non, c'est une Je vais sorte vraiment d'emoji. te le mettre Non, à mais ton c'est une poster sorte- Sud Radio. Il a une tête toute noire, mais c'est un dessin, quoi. C'est vraiment un personnage. On trouvera une manière de couper ça pour retrouver ça bien. C'est la société Bic qui se sont dit ok, on va. Mais voilà, il ressemble au personnage de la société du logo Bic. Non, c'est vrai? Ouais, je te jure. Mutafuka, ça s'appelle. Ouais. J'avais vu sur Netflix, j'ai trouvé ça marrant, et c'était français du coup. Je crois que c'était Orelsan qui faisait la voix du personnage principal, Énorme. et très sympa. Après, bon, à relativiser parce que quand tu regardes bien, bon, effectivement, il y a eu des chiffres absolument énormes, une explosion de malades, mais c'était en période de confinement. Ouais, c'est vrai. Période Ouais. de confinement, donc hausse un petit peu généralisée de tout ce qui est streaming, Ouais, c'est vente vrai. de bouquins, et enfin, bon, quand même beaucoup plus de mangas que de bouquins en tant que tel, mais. C'est des bouquins. Après. Non, mais enfin, t'as compris ce que je veux dire, quoi. C'est-à-dire qu'en vrai, ils ont plus commandé des tomes que du Musso.
Bon, après, ils ont eu raison. Les ventes de livres ont vraiment explosé pendant le Covid. Je me souviens qu'il y avait eu des chiffres dans les librairies. Quand les librairies ont pu rester ouvertes, justement, les chiffres ont... Ah oui, la fameuse période où ils voulaient fermer les librairies. On était tous là, oh non, un dernier livre. Arrêtez, vous lisiez, vous faisiez des fiches de lecture au collège. Stop. Non, mais le confinement, ça a permis de découvrir que des gens lisaient, que des gens sortaient leurs chiens. Ouais. Donc ça nous Les a gens permis s'étaient de remis au découvrir plein de jogging. trucs. Ouais, voilà. Que les gens couraient, ouais. Que les gens faisaient du vélo. Entre autres. C'était pas mal le vélo à 135 balles. C'était très très bien. 135 balles, tu vas à Malte, t'as 2-3 cocktails et tu manges. Et tu reviens. Toi, 135 balles, t'as fait du vélo et tu t'es fait aligner par un gendarme. Ça, c'est exceptionnel. Un gendarme à cheval en plus, putain. Ah, ça, on savait pas par contre. Ah si, c'était un cavalier de la mort. Je l'avais Si, dit. si. Putain, mais c'est encore Ouais. pire. Ouais. C'est une action comme dans WoW. Tout à l'heure, tu parlais du fait qu'on n'ait pas tous, en tout cas de notre génération, les mêmes référents culturels. Là, ce qui est ouf, c'est que là où d'autres auraient pu citer, je sais pas, Montesquieu ou Voltaire, là, on te cite typiquement, dont dans des insultes antisémites hardcore, genre Dragon Céleste, là, de One Piece. Ah, C'est vraiment des références qui sont tirées de manga et tout le monde les comprend. Et même sur plein de réseaux sociaux, dont Twitter, t'as une génération de types avec des pépés manga qui s'unissent pour foutre le bordel, quoi. Ouais, Et c'est ça, ça. c'est Mais exceptionnel. moi, ce qui me fume, c'est que c'est des gens qui, par exemple, sont capables de soutenir Mordicus que Vegeta est algérien. C'était drôle. Mais en plus, c'est horrible parce que nous, en tant que Français, on n'est même pas bien placés pour se foutre de leur gueule parce qu'on a quand même un ministre qui a cité Spider-Man Exact. à la télé, tu vois. Donc, Il a mal cité d'ailleurs. Il Il a a cité très mal Spider-Man cité. alors que c'était Ben Parker. Voilà, c'est ça. Mais C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. c'est vrai. Ouais, c'est ça. Donc en vrai, est-ce qu'on est bien placé pour nous la jouer, petite condescendance culturelle Par contre, toi, tu Je t'es sais pas. trompé sur un truc tout à l'heure, donc niveau doctorant, Sciences Po et tout, tu t'es fait allumer. Par contre, pour connaître des rêves de Ben Parker, là, efficace. Non, On peut efficace. pas considérer que Spider-Man est un manga ou un animé, mais moi ça fait partie de mes grosses références culturelles. Ouais, T'as lu Spider-Man, beaucoup ça de comics? Pas trop, plus mais regarder, mais ou- des trucs Marvel, des Marvel Ouais. Comics, beaucoup. Mais c'est quand même un registre assez différent qui aujourd'hui est quand même un peu à plus les générations d'au-dessus que les plus jeunes. Et d'ailleurs, pour vous, c'est quoi vraiment les oppositions principales entre manga, comics, les Marvel, les gros studios? Le style de dessin, principalement. Ouais. Oui, c'est pas les mêmes traits. La violence, elle est. Il y a moins de gêne par rapport à la violence dans les mangas. J'ai l'impression que vraiment dans les comics, c'est très très rare, ou en tout cas ça fait beaucoup plus sensation quand un super-héros se prend une grosse dérouillée. Il y a peu de morts. Ouais. Tu vois, chez Marvel, ce qui est ouf, c'est qu'il y a très peu de morts. Et quand Et il quand il meurt, il ressuscite, généralement. En plus, c'est ce truc de et que ça pire. détruit New York, tous les films, Ouais. mais jamais de mort. Et quand il y a un mort qui revient pas, Ouais. ça fait, on est tous déprimés pendant des mois parce qu'on n'a pas l'habitude. Ouais. Bah, je veux pas vous spoiler, mais voilà, dans Avengers, quand Tony Stark il meurt, bah, on s'en est toujours pas remis. Ouais, Alors ouais. que Son C'est Goku, vrai il que- est mort 20 fois. Alors il a fait, Non, mais fait l'aller-retour. c'est rigolo parce que ça peut aussi être perçu comme des outils un peu de domination culturelle parce que mine de rien, ça projette un petit peu le type de société peut-être qu'on veut, la façon dont on la construit. Et c'est vrai que les Japonais sont beaucoup plus à l'aise avec La mort. avec les bains de sang, quoi. Tu vois, on parle quand Ouais. même d'un peuple qui va torcher des dauphins tous les c'est- 3 mois, quoi. Tu Ça vois. se passe. Enfin, non, mais voilà. Mais alors que les Américains, c'est très, on intervient partout. Mais par contre, on est les gentils, il y a jamais de. Ouais, c'est tu ça. vois ce que je veux dire C'est ça, ouais. Et ça se ressent un peu à travers manga, comics, Marvel. Et ouais, non, moi je trouve ça assez hardcore. Bon, après, la plupart des bons mangas, c'est des mangas absolument terribles, quoi. Quand tu prends Naruto, ça a envoyé des gamins de 12 ans se battre contre des djihadistes, quoi, tu vois. C'est un truc de fou furieux. Hunter x Hunter, c'était plutôt meilleur, je trouve, dans le même registre. Ouais, mais moi, je d'ailleurs, suis ce manga, il À n'existe propos pas, il n'y a pas de à fin. propos de djihadistes, il y a eu des mecs, moi je me souviens, c'était au tout début de l'époque Daesh 2014-2015, t'avais des mecs qui faisaient de la propagande un peu djihadiste basée sur des mangas, où en fait ils reprenaient les photos, les Naruto, Ouais. ils lui rajoutaient une barbe, et c'était un truc, non mais vraiment, c'était un truc... supprimer les trucs en japonais, Ah ouais. ils mettaient des faux trucs en arabe, et genre qui étaient généralement en plus complètement déconnants. Et il y avait ce truc juste pour esthétiser un petit peu le manga, dire ouais en fait nous aussi on a nos mangas, tu vois. Ah Ça, ouais. Et vous l'avez vu aussi, ce truc qui tournait sur internet où t'avais une sorte de bande dessinée, donc manga, où c'était Sangoku habillé Ah oui, en en survêt cité, Lacoste, en survêt Lacoste, et qui disait ouais Macron, il faut qu'on aille le choper et tout machin, et c'était vraiment super marrant ça. Ma cité, le mec ça. s'appelait Samir. Samir 34, Ouais, un ouais. héros Ah, mais- Samir 34, Mais par un contre, le héros. nombre, vraiment, si tu nous regardes et on essaiera de te retrouver, mais c'est incroyable parce que Ah, mais c'est le nombre de planches qu'il a Mais pondé. c'est un truc de Bah, fou. tu vois, il est plus prolifique que Togashi, le mec. Parce que lui, il nous a laissé, mais orphelin, hein, il a jamais terminé son truc. J'en peux plus. Et attends, même, je pense qu'il y a un rapport avec la dualité bien mal, elle est beaucoup plus nuancée
dans les mangas que dans les comics, parce que dans les Ouais. comics, Oui. t'as un gentil, t'as un Mais c'est chez méchant. très Marvel, manichéen, chez oui. Marvel, c'est hyper C'est ça. fort. Le C'est méchant, très le moraliste, méchant est méchant, le gentil est gentil, et ça s'arrête là. Puritanisme Dans les américain total. Exactement. C'est, Dans les mangas, bah t'as par exemple Death Note, tu vois, le personnage principal, c'est un tueur génocidaire, quoi. Ouais, ouais. Et il essaye de te faire croire au bout d'un moment que son combat est bon, que son combat est sain, etc. pour purger la société ou je sais pas ce que tu veux. C'est pas comme ça dans. Et dans- d'ailleurs, ça se dans les comics. ressent sur Twitter et compagnie. Est-ce que tu as déjà vu, bon, on a dû en voir quelques-unes, mais il n'y a jamais de PP Thanos ou. Ouais, il doit y en avoir. si. Non, mais, Mais c'est des tas- Mais pas Alors aussi. Alors que dans les mangas, il y a beaucoup répandu que- d'antagonistes qui sont, tu vois, perçus comme. Ouais, non, je trouve ça beaucoup plus subtil et beaucoup plus. Bon, après, c'est que mon avis, mais je préfère quand même ça aux Avengers et compagnie, tu vois. Je vois ce que tu veux dire. Chacun ses goûts. Petite transition encore une fois, on a fait un thème sur les mangas, vous vous doutez bien que le quiz va être sur les. Manga. Manga. Et non, jeux vidéo. Ah bon. Je vous ai C'est dit, fou, c'est toi. une dictature, vraiment, on est dans une république bananière ici. En plus, au début, on m'avait dit oui, on fera. Non, on va parler des jeux vidéo. Du coup, petit quiz. Grave chaud. Ok. Est-ce que vous avez tous vos buzzers? Merci bien. Hop. Alors, le handicap, du coup, c'est Raph qui l'a. Raph, tu pars avec moins 2 points. Pourquoi? Parce que tout à l'heure, je sais pas ce qui s'est passé, mais. D'accord, mais j'étais à plus 238 aux dernières nouvelles. Je comprends pas ce qui se passe en fait. Ouais, mais du coup, tu pars avec moins 240 Non mais c'est pas ça, pas ça. points. Je vais te dire pourquoi il veut me faire passer de 238 à moins 2 comme ses actions Bitcoin. C'est pour ça qu'il a le deal en fait. Alors, pas du tout. Très bien vu. Alors, pas du tout. La Jimmy Corp se porte très bien. Ok. Grâce à une belle performance de la Vax, on a bien mangé. Là, tout va bien. Le chat va pouvoir avoir des croquettes. Ah, tant mieux. C'est fini la disette. Ça fait 3 mois qu'il se bouffe les doigts. Le Ah, chat. là, c'était un peu la galère pour lui, le pauvre. C'était fini la litière de luxe, absorbante, tu pouvais la jeter dans les toilettes. Non. Il allait aux toilettes comme tout le monde. Salitière, les toilettes c'est des salitières du coup. Bon, alors, il va y avoir du coup 5 questions. C'est jeux vidéo en général. Bon, toi, je sais que t'es plutôt bon, c'est pour ça que je t'ai enlevé les 2 Plutôt points. bon, je sais pas, mais ok. C'est pour ça que. Est-ce que tu joues aux jeux vidéo? Un petit peu, ouais. Petit Sam? Moi, pas du Oh, il va tout. nous éclater. Il va nous Ouais, déchirer. c'est Pas du tout, pas du tout. C'est comme Bon, les Je suis animés, pas j'ai arrêté du tout très tôt. gameuse, oui, je peux comment dire. Main sur le buzzer. Je suis un jeu vidéo Ok. de football. FIFA. Ok, bah 1 point. Fallait plus vite que ça, les gars. Ok, là on va rentrer peut-être dans des questions un petit peu plus dures. Donc déjà 1 point, on le mettra sur mode layout. Ouais. Deuxième question. Je suis un jeu vidéo sorti avec énormément de bugs. Cyberpunk. Non. Ok, d'accord. SNCF Connect. Il a bien suivi. Bah du coup 5 points. Pas mal. Non, pas mal. Il fait cette voix. Tu sens un peu la fibre au Bravo. doctorant, quoi, tu vois. Bravo. Ah, Cyberpunk. T'es doctorant? Non, mais bon là. Non, j'avoue, Raph, en vrai, j'ai pas été super cool avec toi, je te donne 10 points. Ok. Je prends, j'accepte. Oh, bon bout. Non, c'est bon. Bon, je suis, du coup, un jeu vidéo qui est sorti avec énormément de bugs. Ok. Malgré une très grande hype de la communauté, Ok. j'ai été fait par des studios. Assassin's Creed, je sais pas lequel, mais un des. Je l'ai. Peut-être Odyssey. Ah, non, c'est Non. pas ça. Valhalla, mais c'est pas ça. Non. Ah. Je continue? Ouais. Ok. Sorti, du coup, réalisé, édité par des studios dont le nom, les 2 premières lettres, c'est CD. Ok. Bon, je l'ai. Je suis un... Tu l'as? Ouais. C'est quoi? Est-ce que c'est The Witcher? Oui, tout à fait. Mais alors, merci pour les points. Mais si tant est que tu veuilles bien me les donner, mais il était sorti avec beaucoup de bugs au début. Il est sorti, bah en fait c'est pour ça que moi j'ai pas énormément compris pourquoi Cyberpunk s'est fait défoncer, parce que CD Projekt ça a toujours été comme ça. The Witcher 3 quand il est sorti il était affreux. Hein. Alors ouais c'est vrai, mais il a été tout de suite patché, il a tout de suite été Non, réparé. bien 6 mois après. Ah hein. bon? Mais bien sûr. Moi tu- je l'avais acheté au début sur Play 4. Oui mais c'était sur top. Play, pas sur ordi. Ah ok d'accord. Enfin je sais que la version Play était plus stable, mais la version ordi c'était bizarre. Hein. Des fois ton cheval se transformait en scout, tu voyais plus ses MDR. pattes bouger. Enfin, c'était trop bizarre. Mais pour le coup ils se sont bien rattrapés parce que bon moi je jouais aux jeux vidéo quand j'étais gosse. Franchement The Witcher c'est peut-être le jeu le plus beau Ouais. auquel j'ai pu jouer de toute Il ma est vie. exceptionnel. Il est D'accord. exceptionnel. Je suis Un jour peut-être. un jeu vidéo où tu incarnes un voleur de bagnole. Fait que, un des deux. Je crois qu'on était ensemble, mais. Ouais, ensemble. Bon, répondez ensemble. GTA, il me semble, non? Et tu disais, toi, Ouais, j'allais dire GTA. Ouais. bon, ok, mais c'est pas encore fini. Ok. Faut terminer un petit peu. On va voir lequel. Jeu vidéo qui se passe dans un Miami fictif. Oh, je l'ai. C'est GTA Vice City. Ouais, c'est Mm. ça. Bravo. Je suis un jeu vidéo où tu incarnes genre de boule jaune qui doit bouffer des fantômes. Pac-Man.
Bravo. Bravo. Bon, en vrai, ces questions-là, elles avantagent pas trop les petits Sam. On va passer à des questions Trop plus jeune. cons où c'est moi qui décide. Je sais pas si ça m'avantage. Alors, question 1. Les propriétaires de PS5 en 2020, à l'heure où ça sortait en rupture de stock, il fallait, attention, leur ériger une statue pour avoir le droit de jouer avec eux, kidnapper... Ça va, Patrick? Kidnapper leurs copines pour négocier leur PS5, leur glisser du GHB en plein jeu pour qu'ils oublient leur partie. Toi, t'as pas de PS5. Attendez. Quel enfoiré. Réponse 1, 2, 3. Alors, moi, je choisis la 4, qui est d'aller casser la gueule du mec d'Amazon, enfin le livreur Amazon, pour ensuite voler ce qu'il y a dans son camion, et ensuite, non seulement prendre la mienne, mais en plus vendre le reste. Ah, ok, vraiment GTA. En fait, GTA c'est un jeu, c'est pas la vraie vie, tu sais. Faut Honnêtement, débrancher la console et après tu sors, tu vas Honnêtement, t'aérer, tu sais, tu vas prendre Non, un c'est verre, pas mal. des- Tu sais me parler, moi qui déteste les livreurs en général, Oui. qui me volent mes trucs. Oui. Je pense On est que tu d'accord. peux prendre les points, ouais. Oh, merci. Tu peux prendre les points. Mais doucement, quand même. Ça peut partir très vite. Les fans de MMORPG. Alors, là, on va différencier. Le Meuporg. Allez, mais pas en- Alors, C'est quoi? le premier qui est capable de me dire ce que sont les MMORPG avec Oh là les là. lettres. 3, 2, 1, main sur le buzzer, c'est parti. Alors, c'est Massive Multi. Oh la vache. Massive Éliminé. multiplayer, roleplay gaming. Online. Online roleplay gaming. Ok, vous les avez tous les deux. Non, c'est lui, non, c'est lui large. Les joueurs de jeux mobiles, il faut jeter par la fenêtre leur smartphone dès qu'on voit qu'ils jouent à Candy Crush. Pas faux. S'abonner à 1000 Les jeux boomers pourris. vont nous détester en fait. Vraiment, ils vont nous détester. Ça marche encore ce truc là Bien sûr, il y a des Candy vieux qui Crush. sont niveau 877, genre. Putain, Ils énorme. s'arrêtent pas. Bon, d'ailleurs, s'il y a des joueurs de Clash Royale, envoyez-moi un petit DM sur Twitter, je vais vous laver. Vraiment. J'ai mis des sous dedans maintenant. Sérieux? Ouais. Putain, pas mal. J'ai mis 50 balles là, toi, ça m'a saoulé. Ouais. Non, il y a un mec, je crois que c'était un chinois ou un japonais qui m'a explosé, je fais ah ok, carte bleue. Non, vraiment, j'avais la haine. Alors, s'abonner à 1000 jeux pourris dès qu'ils laissent leur smartphone traîner, bon, Pas mal, ça. c'est ou leur offrir une PS1 qu'ils commencent par les vrais jeux rétro et prennent. Waouh, il y a trop. Alors oui, moi je dis la dernière réponse parce que ça va leur apprendre ce que c'est que des vrais jeux vidéo, le mec qui fait l'ancien du jeu, tu sais. Et, vraiment, alors que moi je dis ça, 10 ans. moi j'ai joué à Clash of Clans moi. Pas Clash Sérieux Royale, ouais, Clash of Clans. C'était bien, mais trop passif. Ouais, Clash mais of Clans. honnêtement, moi j'ai essayé ton jeu, la Clash Royale. T'as vu comme ça te fait péter les plombs? Ah bah au début, franchement, ça va trop vite. Ouais. Et le problème, c'est les émotes. Les émotes dans Clash Royale, c'est insupportable parce qu'en gros, C'est les mecs qui te chambrent quand tu perds. dès que tu perds, il y a un connard qui fait oh, ça me fait péter les plombs, mais ça me fait péter les plombs. Change le téléphone. Ah non, mais laisse tomber. Un jour, je vais payer quelqu'un pour me retrouver les types, là. Alors, dernier, ah oui, les gamers rétro. Ne regarde pas comme ça. Ne regarde À pas tout comme ça. moment. Alors, leur offrir une Game Boy Color pour qu'ils s'amusent comme des enfants trop mignons. Patrick, t'es vraiment doux. T'es un auteur doux. T'es trop choupi. Leur télécharger Pokémon Go pour qu'ils soient dégoûtés par le what the fuck que c'est devenu Pokémon avec... Ah ouais, t'en as gros sur la patate, là. Avec 1000 Pokémon au nom dégueulasse. Ou leur acheter Tetris et pas... Moi, je leur propose Pokémon Go, mais juste pour qu'ils puissent s'aérer l'esprit, histoire de sortir un Alors, peu. tu m'as pas tu laissé vois. venir, tu es éliminé. Je suis sûr que tu t'aères beaucoup l'esprit avec Pokémon. Ah oui, non, mais... Ou leur acheter Tetris et Pac-Man pour qu'ils s'amusent 10 heures dessus, pour qu'on chope la télé pour un bon RPG sur PS5 Xbox. Putain, je l'aime trop, Patrick. Bon, ça répond quoi, là? Main sur les buzzers? Bah moi j'ai bien aimé la réponse du petit. Ouais, Bah, t'es Pokémon éliminé Go. aussi. Bah voilà, vous allez vous soutenir tous les deux au point. On passe Mon Dieu. vraiment une super Mais pour le coup, Pokémon Go, on tape trop facilement sur ce jeu, mais j'ai Mais bien c'était aimé le sympa. concept que tout le monde se réunisse dans la rue justement Bah pour. oui. Ouais, mais... On oubliait les guerres, les famines et tout. On Les était papas tous là. s'occupaient de leurs gamins pour Mais une fois, ouais. genre ouf quoi. Mais Le ouais, problème, c'était c'est qu'en sympa. France, on a un vrai problème avec les règles, tu vois. Et déjà, c'était sûr que ça allait partir en vrille. Moi, quand j'ai commencé à voir des mecs en scooter avec, tu sais, le truc là sur le guidon avec Pokémon de lancer, je fais ouais, non, là, il y a un vrai truc, tu vois. Les mecs regardaient pas devant eux, ils accéléraient comme des fous. En plus, tu connais Nice, toi. Enfin, laisse tomber, ils rentraient dans le vieux et tout comme ça, je faisais wow. Non, les Ce deux, qui est trois marrant ce qui est marrant premières avec semaines, Pokémon c'était Go, je n'importe pense, c'est que c'est un des rares jeux qui a vraiment été pensé pour les enfants Ouais. et auquel il n'y a aucun enfant qui joue. Quoi. Ça a vraiment plus un truc Exactement. d'adulte, C'est quoi. vrai, ça, il y a Qui est aucun l'inverse gosse. total, c'est le même, là, le fameux même sur Twitter, où c'est l'inverse de Call of Duty. Ouais, Call ouais. of Duty qui est pensé pour des adultes et qui est joué que par des jeunes. Après, en même temps, ça a été con parce que tu vois vraiment des gamins sortir tout seuls à 2h du mat dans la rue pour Oui, choper oui. des Pokémon. quoi. Ouais, moi j'aurais jamais vu ça. Ah, Moi je vois plutôt des vieux quoi. ils vont croiser ce qui des m'inquiète youtubeurs beaucoup ou plus. quoi, parce que c'est un truc. Quelle horreur. Quelle horreur. Bon, peut-être une dernière. Et cette fois, une vraie question. Honnêtement, celui qui trouve peut repartir avec le coq. Là, c'est une vraie question et ça va être dur.
Ok. Quel est le nom du vampire qui est dans l'extension Blood and Wine, le tueur de Beauclair? Je l'ai. Je vais, Ah bah oui, mais il faut buzzer. Personne ne l'a d'autre. Ah non. Alors, il s'appelle Detlef. Bravo. Et attends, et c'est pas la première fois que je repars avec ce truc. Hein. Ils vont Non croire mais que là une vraie relation, c'est une dictature, bon, on peut l'applaudir. C'est une dictature, vraiment c'est une dictature. Bon, Parce que le PSG n'a pas pu gagner. Oh la vache. Oh la vache. tiens, c'est bon, tiens, tu l'auras cette fois. Non, là, vache. c'est trop. Elle se surpasse dans la Alors, méchanceté, la mesquinerie, Alors, c'est horrible. jusqu'à cet instant, le club des haters d'Iptissam était composé uniquement de son président-directeur général. Et considère-moi comme le trésorier maintenant. Tu veux venir avec nous, on est bien. Hein. Parce que Franchement, là. c'était totalement gratos en plus. Waouh. Ok. Non, mais tu vois, c'est. Le mec, il est en train d'être en Je convalescence suis un peu morale aiguille et tout. parfois, mes excuses. Moi, depuis Non. comique, je me sens pas bien, mais alors toi, ça y est, c'est fini. Hein. Ça y est, on en parle plus. Vous En plus, toi, tous les ans, t'as un nouvel, On en une parle plus nouvelle de club. une nouvelle une de l'équipe. Je suis pour le GC Nice maintenant. Ouais. Je suis pour le GC Nice. Tu vas pas être hyper heureux non plus, je te le dis de suite. C'est exactement le même profil, des millions injectés, mais bon. Mon grand-père m'a fait une blague exceptionnelle, j'ai eu envie de me défenestrer. Il m'a dit, vous savez pourquoi les fans du PSG ont les mains lisses? Parce que chaque année, ils se font, allez, l'année prochaine, elle est pour nous. On termine là-dessus. C'est mon C'était une grand-père. super émission. C'est mon grand-père qui me l'a fait.